Pardon? Merci Mathéo pour votre travail. Je vous ai pas répondu. J'ai bien reçu. Je vous envoie un retour d'ici la fin de semaine, je pense. Non, j'ai pas ouvert encore. Enfin, j'ai ouvert, mais j'ai pas lu, donc je vous dis rien pour l'instant. J'attends d'avoir lu plus attentivement. Alors, alors, bien, bonjour à tous. Bienvenue dans notre Xème cours, j'ai pas compté, de l'introduction à la philosophie du langage. Je vous fais un bref résumé. Vous avez l'opportunité de poser des questions et puis on avance comme d'habitude. Alors, on a divisé le cours en l'étude de la philosophie du langage en trois grandes parties, ce qui n'est pas du tout original. Syntaxe, la sémantique, la pragmatique. On a vu la syntaxe.
autrement dit la grammaire, une notion clé au cœur de la syntaxe, c'est cette idée que si on distingue entre deux notions fondamentales catégorematiques, à savoir les noms et les phrases, on peut expliquer tout un tas d'autres notions grammaticales. Donc ces deux catégories linguistiques, les noms et les phrases, on admet dorénavant qu'elles ont une forme de priorité sur les autres catégories linguistiques qui en sont dérivées. On passe maintenant à la sémantique. Dès qu'on parle de la sémantique, on parle de deux choses. On s'intéresse en général au rapport entre le langage et le monde. Et on parle de deux choses. Il y a deux manières privilégiées pour le langage de s'ancrer dans le monde. Justement, il y a la manière dont le font les noms. Les noms réfèrent au monde. Et il y a la manière dont le font les phrases. Les phrases peuvent être vraies ou fausses. D'accord ? Donc, pour étudier la sémantique, on commence par étudier les phrases, à savoir la vérité. Et puis, on étudiera la manière, deuxièmement, dont les noms se rapportent au monde, à savoir la référence qu'on va commencer par voir aujourd'hui, une fois qu'on aura terminé l'examen de la vérité. Dans un troisième temps, dans ce cours, on étudiera la pragmatique. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, au sein de la sémantique, on s'est intéressé aux phrases. Quand est-ce que les phrases sont vraies ou fausses? On a traité différentes questions. Première des questions, quels sont les types de choses qui sont vraies ou fausses? Je viens de vous dire les phrases. En réalité, on a vu qu'il y avait un débat entre au moins trois grands types de porteurs de vérité. Les phrases, les propositions et les états mentaux, comme les croyances ou les jugements. Et puis, on s'est intéressé à trois théories de la vérité jusqu'ici. On s'est intéressé à trois théories de la vérité jusqu'ici. La première théorie, c'est pas vous qui êtes en retard, c'est moi qui ai commencé en avance en fait, excusez-moi. Ah, même pas vous. Ça me rassure. On s'est intéressé à trois théories de la vérité jusqu'ici. On va avoir une quatrième aujourd'hui. La première théorie de la vérité, qu'on appelle la théorie de la vérité correspondance, qui dit qu'une phrase ou une croyance céleste correspond à la réalité, puisqu'il y a une isomorphie, qui disent Russell et Wittgenstein, si elle a la même forme, et on a vu ce que ça voulait dire que la réalité. On a vu certaines difficultés pour cette théorie. On s'est intéressé, deuxièmement, plus brièvement, à une théorie qu'on appelle la théorie cohérentiste de la vérité, qui dit qu'une phrase ou une croyance ou une proposition est vraie si elle est cohérente avec un certain ensemble de phrases, de croyances ou de propositions. On a vu différentes versions de sa théorie et différentes objections. Et puis on a commencé par voir, ou presque terminé de voir la dernière fois, ce qu'on appelle les théories déflationnistes de la vérité, qui disent que, en gros, il ne faut pas faire tout un flanc au sujet de la vérité, que c'est pour une phrase que d'être vrai, ça n'est rien de plus que cette phrase. Donc si je vous dis « il est vrai qu'il pleut », ça revient exactement à la même chose que de dire « il pleut ». Donc « est vrai », c'est une espèce de petite décoration linguistique qui n'a pas de signification métaphysique fondamentale. On va finir de voir ça aujourd'hui, ces théories déflationnistes, et puis on va voir la quatrième type de théorie de la vérité qu'on appelle les théories de la vérifaction, à ne pas confondre avec la vérification. Et une fois qu'on aura terminé la vérité, on passera au nom et à la manière dont les noms réfèrent au monde extérieur. Est-ce que vous avez des questions sur ce bref rappel et sur les différentes choses qu'on a vues jusqu'ici? Oui, Mathéo. Le relativisme serait une cinquième théorie. On pourrait classer ça comme forme de cohérentisme. Le relativisme, alors on a vu qu'il y avait des implications relativistes au sujet de la vérité. Mais le relativiste en soi, faut savoir ce qu'on appelle le relativisme. Mais c'est pas en soi une théorie de la vérité. Vous rappelez-vous ce qu'on appelle une théorie de la vérité? C'est une théorie qui nous dit, d'une part, quel genre de choses sont vraies ou fausses. Est-ce que ce sont des propositions, des croyances ou des phrases? Et d'autre part, une théorie qui nous dit quelle est la nature de la vérité. Le relativiste, il y en a plusieurs versions, mais c'est une théorie qui nous dit les choses qui sont vraies ou fausses, elles sont vraies ou fausses relativement à certains contextes, que ce soit certaines cultures, certains contextes historiques, certaines personnes, etc. Ça, c'est pas une théorie de la vérité, c'est une théorie, c'est pas une théorie sur la nature de la vérité, c'est une théorie un peu plus spécifique qui nous dit, il y a certaines, voire toutes les vérités qui sont dépendantes d'un certain contexte. Okay. Donc, on ne classe pas le relativisme comme ça nous éclaire pas directement sur la nature de la vérité. Si on veut savoir ce que c'est pour une proposition d'être vrai, on ne sait pas encore ce que c'est. Le relativisme propose pas une réponse à ça. Hein. Je discute pas du relativisme dans ce cours, mais je pense que vous en avez. J'espère. Est-ce que le professeur Chevary-Concette vous en a parlé pour ceux qui ont suivi son introduction à l'éthique? Oui. Ouais. Donc normalement c'est là qu'on met la discussion sur le relativisme parce que c'est là où ça a le plus de poids.
Donc on l'a sorti de la philosophie du langage. Autre question. Ça va? Bien. Alors, théorie déflationniste de la vérité. Il y en a deux grands types. L'idée générale, c'est, je vous l'ai dit, c'est qu'il faut dégonfler les théories de la vérité. Et il y a deux grands types de théories. La classification de ces théories fait elle-même débat, mais moi je retiens ces deux types-là. Il y a les théories de la vérité, enfin je ne suis pas le seul, il y a les théories de la vérité qu'on appelle redondantes, qui sont les premières, et il y a des théories un peu plus faibles qu'on appelle les théories minimalistes ou décitationnelles. Moi, décitationnelles. Je les range ensemble, parfois on les sépare, mais dans un intérêt au moins propédeutique, je ne vais pas complexifier ici les choses. On a vu les théories de la vérité et redondance la dernière fois. Elles sont introduites par Frege et puis Frank Ramsey dans un article de 1927, très discuté, a développé cette théorie. Quelle est la théorie? Ben, c'est une théorie qui nous dit simplement que P est vrai et P signifie la même chose. Autrement dit, si je vous dis il est vrai qu'il pleut, et si je vous dis d'autre part il pleut, je vous dis exactement la même chose. C'est deux phrases qui sont synonymes. D'accord? De la même manière, si j'asserte qu'il pleut, j'asserte la même chose que j'asserte quand je dis il est vrai qu'il pleut, ou il pleut est vrai. Donc pour ces théories de la vérité redondance, à chaque fois que vous voyez apparaître le prédicat de vérité est vrai, ou l'opérateur de vérité il est vrai que, vous vous souvenez qu'enfin, une grande partie des théories philosophiques de la vérité s'appuie plutôt sur le prédicat que sur l'opérateur, mais gardez dans un petit coin de votre tête qu'il y a deux expressions qui utilisent le mot vrai. Est vrai, qui est un prédicat, qui prend un nom pour faire une phrase, et il est vrai que, qui est un connecteur, parce qu'il prend une phrase pour faire une autre phrase. Vous ne pouvez pas dire il est vrai que Julie, il faut dire il est vrai que, et mettre une phrase après pour faire une autre phrase. Je ferme cette petite parenthèse. Dans tous les cas, les théories de la vérité et redondance vous disent, dès que vous voyez vrai, vous pouvez enlever. Et ça ne change rien. Problème superficiel, est-ce qu'on peut enlever il est faux? Si je vous dis il est faux qu'il fait beau, et que j'enlève faux, ça implique, ça fait qu'il me reste il fait beau. Évidemment, il fait pas beau, donc il y a un problème. Comment est-ce que les partisans de la théorie vérité et redondance traitent ça? Bah, ils disent il faut, vous pouvez pas l'enlever simplement, mais vous le remplacez par la négation. D'accord? Donc si je vous dis il est faux qu'il fait beau, comment vous faites pour enlever il est faux? Vous dites simplement il fait pas beau. Vous mettez une négation à la place et vous avez tout ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est une très belle théorie, une théorie très simple. Et quand on s'est cassé la tête sur la correspondance comme Russell Wittgenstein, quand on s'est cassé la tête sur la cohérence comme les pragmatistes et d'autres, et qu'on trouve ça, on se dit ben, peut-être qu'on a fait beaucoup de bruit pour rien et que finalement les choses étaient beaucoup plus simples que ce qu'on pensait. Je vous ai mis quelques citations que je ne vous relis pas aujourd'hui parce que je vous les ai déjà lues la dernière fois et je voudrais mentionner deux revenir, je vous ai déjà mentionné la première objection, pas la seconde, sur deux difficultés pour la théorie de la vérité et redondance. Première difficulté pour la théorie de la vérité et redondance, vous vous rappelez qu'au tout début de ce cours, avant même qu'on entame l'examen de la syntaxe, on a étudié une distinction importante entre l'usage et la mention. Dans le langage, vous pouvez utiliser un mot pour parler des choses, mais vous pouvez aussi mentionner ce mot. À ce moment-là, auquel cas, vous mettez des guillemets autour du mot, et là, ce que vous faites, c'est que vous parlez du langage. Et plus des choses. Et nous, c'est ce qu'on fait allègrement dans ce cours, qui est un cours de philosophie du langage. Donc on peut prendre le langage comme objet de discussion. On peut, dans le langage, parler du langage. C'est exactement ce qu'on fait quand on mentionne un mot. Que dit la vérité redondance? Elle nous dit, la théorie de la vérité redondance, elle nous dit que la proposition P est vraie. Cette proposition-là signifie la même chose que la proposition P. Ok? Vous pouvez enlever est vrai, ça veut dire exactement la même chose. Mais vous voyez qu'il y a une différence cruciale entre ces deux propositions. La première proposition, elle parle du langage. Vous avez des guillemets dans la première proposition. D'accord? Elle dit de la proposition P qu'elle est vraie. Tandis que cette proposition-là, elle ne parle pas du langage. Vous n'avez pas de guillemets dans la proposition. J'ai mis des guillemets parce que je parle de la proposition, mais la proposition elle-même, elle n'a pas de guillemets. D'accord? Elle parle du monde. Donc ce que nous dit la théorie de la vérité redondance,
c'est qu'une proposition qui parle du langage signifie la même chose qu'une proposition qui parle du monde. Elle nous dit que la proposition « il est vrai qu'il pleut » qui parle du langage, parce que je suis en train de vous parler de la proposition qu'il pleut. Okay, cette proposition-là signifie la même chose que la proposition il pleut. Objection, vous faites une erreur élémentaire que tous les étudiants de philosophie de bachelor connaissent depuis qu'ils ont suivi les premières heures de philosophie du langage. Vous confondez l'usage et la mention. Okay, ça, c'est la première difficulté pour la théorie de la vérité redondance. Propositions qui parlent du monde ne peuvent pas signifier la même chose que des propositions qui parlent du langage. Donc ça, on l'a vu la dernière fois. Alors, une deuxième objection qu'on peut avancer à l'encontre de la théorie de la vérité redondance, c'est une objection qui a trait à ce qu'on appelle l'ordre de l'explication. Donc les partisans de la théorie de la vérité redondance nous disent, admettent l'équivalence suivante, la neige est blanche, si et seulement si la neige est blanche. Alors je vous ai remis ça là comme ça, c'est ce qu'on appelle le... Je suis un peu embêté de ne pas vous en avoir parlé, mais je pense que ce n'est pas essentiel pour ce qu'on veut dire ici. Ce qu'on appelle la convention T de Tarski. Mais ça, c'est quelque chose qui est admis par tout le monde dès qu'on parle de vérité. Vous pouvez enlever les guillemets et puis vous avez une équivalence qui est correcte. Le problème pour les partisans de la vérité redondance, c'est de nous expliquer, non pas ce biconditionnel, je n'aurais même pas dû le mentionner, on va dire, on en reparlera dans un instant, mais c'est celui-ci, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre que la neige est blanche parce que la neige est blanche. Donc si vous avez une proposition, donc on met entre guillemets, on est tenté, et là c'est juste une intuition, c'est pas une théorie alternative, je dis ça parce que Nolan Kepara m'a posé une question similaire sur le forum, c'est juste une intuition au départ, quand vous dites « il pleut » est vrai parce qu'il pleut, vous avez l'impression qu'il y a un ordre de l'explication, d'accord, hein? Parce que si je vous dis, dans quel ordre ça va? Est-ce que la proposition qu'il pleut est vraie parce qu'il pleut, ou est-ce qu'il pleut dehors parce que la proposition qu'il pleut est vraie? C'est vraiment bizarre de dire qu'il pleut dehors parce que la proposition qu'il pleut est vraie, d'accord? La vérité des propositions, elle vient après la pluie dehors. Donc cette explication-là, si vous avez attrapé cette idée qu'il y a une distinction entre deux directions de l'explication, et que la bonne direction, ou en tout cas la direction intuitive de l'explication, elle va du monde vers la vérité, et pas de la vérité vers le monde, et bien vous vous rendez compte que les partisans de la théorie vérité redondance, ils ne peuvent pas nous expliquer ça. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a pas de distinction entre il pleut est vrai et il pleut. D'accord? C'est la même chose, ça signifie la même chose. Vous ne pouvez pas avoir de relation d'explication, de parce que, entre une chose et elle-même. Hein, c'est quelque chose qu'on admet en général sur la relation d'explication, c'est qu'elle n'est pas réflexive. Une chose ne peut pas s'expliquer elle-même. Vous pouvez dire une proposition est vraie parce que quelque chose est le cas. Vous pouvez dire il pleut parce que y a telle ou telle explication météorologique. Vous avez des tonnes d'utilisation de parce que qui marche bien, le parce que des raisons. Julie va au marché parce qu'elle veut s'acheter des fruits, etc. Mais vous ne pouvez pas dire Julie va au marché parce que Julie va au marché. Ça ne marche pas. C'est un refus d'explication plutôt qu'une explication. C'est la seule chose qui est laissée ouverte pour les partisans de la théorie de la vérité redondance. Alors, eu égard à cela, il y a eu chez les partisans de ces théories déflationnistes de la vérité une tentative de garder la notion fondamentale, l'intuition fondamentale des théories de la vérité redondance, mais de l'affaiblir un petit peu. Donc, il y a deux choses dans la théorie de la vérité redondance. Il y a premièrement cette idée qu'on va garder que la vérité, c'est un petit prédicat linguistique qui ne correspond pas à une grande propriété dans le monde. Donc il faut arrêter d'hyperventiler sur la vérité. Ce n'est pas comme si c'était un nouvel élément du monde, la vérité. Ça, les théories qu'on va voir maintenant le gardent. Par contre, il y a aussi une thèse plus forte chez les théories de la vérité redondance qui disent est vrai, enfin, il pleut est vrai signifie exactement la même chose que il pleut. Et là, ça pose les deux problèmes qu'on vient de voir. Alors, on va abandonner maintenant cette thèse sur la signification des deux phrases. Et ce que disent les théories décitationnelles ou minimalistes, qui est très proche, hein, la distinction est assez subtile. Ce qui compte, c'est que vous la voyez et que vous voyez la direction d'ensemble. Donc la théorie de la vérité redondance, elle dit P est vrai signifie la même chose que P. P entre guillemets est vrai signifie la même chose que P. Les théories que j'appelle décitationnelles et minimalistes vont dire deux types de choses. Elles vont dire d'une part
voici une équivalence qui est admise par tout le monde. P entre guillemets est vrai si et seulement si P. Donc, la proposition il pleut est vraie si et seulement si il pleut. C'est très difficile d'aller à l'encontre de ça. D'accord ? Presque tout le monde admet ça. Et en réalité, c'est le logicien Tarski dont je vous parlais tout à l'heure qui a mis le doigt sur ce qu'il appelle un schéma, la convention de T. C'est presque impossible de refuser ça une fois qu'on a compris dans quel sens on utilisait les guillemets pour passer dans le métalangage. Pierre mange, entre guillemets, est vrai si et seulement si Pierre mange. Est-ce que c'est dur de trouver une objection à ça? Okay. Donc ça semble être une banalité absolue quand on comprend minimalement ce que veut dire le prédicat est vrai. Okay. C'est pas le grand scoop, ça, hein, quand on comprend est vrai et quand on comprend les guillemets. Une fois que vous avez ça, tous les autres théoriciens de la vérité qu'on a vus jusqu'à maintenant, à savoir correspondance et cohérence, disent « Ok, maintenant on va essayer de comprendre vraiment ce que ça veut dire est vrai. » Et que dit Quine? Ils disent « Non, non, maintenant vous avez fini le travail. Juste avec ça, vous avez compris ce que ça veut dire est vrai. Vous avez compris cette équivalence? C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire au sujet de la vérité. D'accord? Donc, il n'est pas en train de nous dire que ces deux propositions signifient la même chose. Il ne fait pas une thèse sur la signification. Il dit juste il y a une seule proposition qui est importante au sujet de la vérité, c'est celle-ci. Une phrase entre guillemets est vraie si et seulement si la phrase sans les guillemets. Une fois que vous avez compris ça, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire au sujet de la vérité. Alors là, j'ai pris la phrase parce que Quine, c'est un nominaliste, donc il déteste les propositions. Souvenez-vous ce qu'on a dit sur les propositions, qui sont des entités abstraites, donc il essaye de faire toute sa théorie avec des phrases. Le minimaliste contemporain le plus discuté, c'est Paul Horwitz. Lui, il utilise des propositions et il dit quelque chose comme « Il est vrai que Pierre mange si et seulement si Pierre mange ». Hein. Donc là, je n'ai pas mis de guillemets, de manière à ce que j'ai utilisé le connecteur de vérité plutôt que le prédicat de vérité. Mais l'idée fondamentale est la même chose. Hein. Vous dites que vous avez cette équivalence, hein, c'est une équivalence, si et seulement si, pardon. Excusez-moi, je réalise qu'il y a des choses que je devrais rappeler pour les premières années parmi nous. Si et seulement si, ici, ça veut juste dire la double flèche en logique. Ça veut dire si ce qu'il y a à droite est vrai, ce qu'il y a à gauche est vrai, et si ce qu'il y a à... Pardon. Si ce qui est à gauche est vrai, ce qui est à droite est vrai, et si ce qui est à droite est vrai, ce qui est à gauche est vrai. Okay, les valeurs de vérité des deux propositions ici sont parfaitement équivalentes. Ce qui ne peut jamais être le cas, c'est que l'une soit vraie et l'autre soit fausse. Soit elles sont les deux fausses, soit elles sont les deux vraies. Ce signe d'équivalence-là. Donc voilà ce que disent les théories discitationnelles au sujet de la vérité. C'est un peu pauvre, mais ils en sont fiers. Okay, ils disent c'est grâce à ça qu'on ne s'embête pas avec vos propositions, vos faits négatifs, etc. Il n'y a rien d'autre à ajouter au sujet de la vérité. Vous pouvez vous dire, une objection qu'on peut soulever à la rencontre, c'est dire, oui, mais à ce moment-là, pourquoi on s'embête à dire est vrai? Okay, pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de dire Pierre mange? Pourquoi est-ce qu'on rajoute des mots? Ça coûte un peu de dire un mot en plus, quoi. Il est vrai que Pierre mange. Quel est l'intérêt de dire ça? Eh bien, leur réponse, c'est que grâce à ça, vous pouvez formuler des phrases du type tout ce que dit le pape est vrai. Okay, donc ça, c'est sans doute le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a fait que de grands philosophes comme Brentano ont quitté l'Église catholique. Ce dogme-là, pour le dire, vous voyez bien que si vous voulez dire tout ce que dit le pape est vrai et sera vrai à l'avenir, vous ne pouvez pas faire la liste de toutes les propositions que dit le pape, parce que déjà, vous ne savez pas ce que va dire le pape demain. Okay, donc, vous ne pouvez pas juste remplacer cette proposition-là par, je ne sais pas ce que dit le pape. Quel genre de choses dit le pape? Aidez-moi. Très bonne c'est brioche, il doit dire ça des fois aussi. C'est pas parce qu'on est pape que. Enfin voilà, toutes les choses que dit le pape sont vraies parce que c'est le pape, d'accord? Admettez ça, c'est juste une hypothèse. Hein. Si vous voulez pouvoir dire ça, vous ne pouvez pas remplacer toutes les propositions que dit le pape par la liste de toutes les propositions du pape, ne serait-ce que parce que vous savez pas forcément tout ce qu'il a dit ni tout ce qu'il va dire. Okay, donc vous avez besoin de ce petit mot, disent les minimalistes, pour dire ah ben voilà, on va dire que tout ce que dit le pape est vrai parce qu'on ne sait pas encore ce que dit le pape. Okay, ce que Jules va dire sera vrai ou ce que Jules va dire sera faux. Hein. C'est juste à ça que nous aide à faire la vérité. C'est juste à ça que nous aide, le prédicat de vérité.
ça nous aide à parler de la vérité de proposition qu'on ne peut pas lister explicitement. Okay, on ne peut pas dire explicitement. C'est juste ça son unique fonction linguistique. Une fonction qu'on appelle décitationnelle. On ne sait pas quelle est la proposition, mais on peut dire qu'elle est vraie. Mais c'est sa seule fonction linguistique. Hein, c'est sa seule utilité. Peut-être il y a d'autres utilités de ce type-là, mais vous voyez que c'est juste une utilité assez éthérée par rapport au poids que les correspondantistes ou les cohérentistes donnent à la vérité. Alors, ça continue à être des théories très discutées. Paul Horwitz, c'est un philosophe très actif aujourd'hui. Pardon, je ne voulais pas revenir là. Je mentionne juste une objection parce que il faut qu'on avance. On a discuté brièvement la dernière fois parce que certains d'entre vous avaient vu le problème, c'est que si les minimalistes ont raison, c'est très difficile de comprendre pourquoi la vérité est si importante dans un grand nombre de nos explications à la fois ordinaires et philosophiques. C'est très important d'avoir des croyances vraies pour nos comportements au quotidien. Comme je vous disais la dernière fois, si vous pensez que le cours a lieu en salle RE47, votre croyance est fausse et ça va vous conduire à aller dans la mauvaise salle. Si la vérité c'est presque rien, comment est-ce que presque rien peut vous conduire à rater un cours si important? C'est vraiment embêtant, d'accord? De la même façon, en philosophie, on utilise beaucoup la vérité pour analyser un certain nombre d'états mentaux. Et le premier d'entre eux, là encore vous avez vu ça avec le professeur Chevalier-Fosset, c'est la connaissance, évidemment. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Une condition que chacun admet sur la connaissance, il y a peu controversées en philosophie, mais celle-ci, elle en fait partie, c'est que si vous croyez que P, alors P est vrai. Pardon, si vous savez que P, alors P est vrai. Et ce n'est pas le cas justement pour croire. Hein. Si vous croyez que P, vous pouvez croire des choses fausses, mais vous ne pouvez pas savoir des choses fausses. À chaque fois que vous avez envie de répondre, ouais, mais il y a quand même plein de fois où on se trompe. Et oui, mais si vous vous trompez, vous ne savez pas. C'est ça la réponse, d'accord? Donc, si vous savez, vous ne vous trompez pas. Donc, si vous savez que P, si vous savez qu'il pleut, alors il est vrai qu'il pleut. Difficile de comprendre la connaissance sans faire appel à la vérité. Peut-être, au fond, il y a des manières de contourner. Mais c'est juste pour vous dire que à partir du moment où on utilise beaucoup la vérité pour expliquer tout un tas de choses, la nature de la connaissance, le comportement humain, etc., eh ben, les théories minimalistes peinent à rendre compte de ce rôle explicatif fondamental qu'on attribue à la vérité. Parce qu'elles disent la vérité, c'est rien en fait. C'est juste cette trivialité absolue qui nous permet juste de dire le pape, tout ce que dit le pape est vrai. Alors, je suis un peu rapide sur les critiques aux déflationnistes. J'en mentionne une autre ici, mais sur laquelle je ne viens pas parce que ça va m'emmener un peu trop loin et on a pris un peu de retard. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous parler de la... Pardon, est-ce que vous avez des questions là-dessus sur les différentes formes de déflationnistes au sujet de la vérité? Donc deux versions. La version forte qui dit juste les deux phrases « il pleut est vrai » et « il pleut » signifient la même chose. Et la version un peu plus faible qui dit il pleut si et seulement si, il pleut sans guillemets, et il n'y a rien d'autre à dire au sujet de la vérité. Dans les deux cas, ce qu'il faut voir dans les deux cas, ce qu'il y a en commun, c'est que est vrai, ça ne correspond pas à quelque chose de très substantiel dans le monde. C'est presque rien. C'est un petit dispositif linguistique, un petit gadget linguistique, mais qui n'a pas le poids métaphysique que lui attribuent les autres théories. Oui. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur l'objection de l'ordre d'explication par rapport à la vérité redondance? Oui, donc l'objection de l'ordre de l'explication, elle vous dit prenez cette équivalence-là, que chacun admet. La neige est blanche, est vrai, si et seulement si, la neige est blanche. À chaque fois que vous avez une équivalence entre deux propositions, P si et seulement si Q, l'équivalence logique, elle vous donne pas d'ordre d'explication. Elle vous dit juste, à chaque fois, l'étape de vérité de l'équivalence, donc ça vous donne la vérité de P et de Q. Et quand est-ce que l'équivalence est vraie? Elle est vraie quand les deux sont... Je n'ai rien. Quand les deux sont faux et quand les deux sont vrais. D'accord? Donc la valeur de vérité des deux propositions varie ensemble. L'équivalence en elle-même, elle ne vous donne pas d'explication. Okay? Et c'est le cas aussi pour l'implication en logique. Il n'y a pas d'ordre d'explication. Il ne faut surtout pas comprendre
le professeur Chevary-Cossette, encore lui, décidément, il hante ce cours, a dû vous dire en logique que ça, c'est pas une... ça veut juste dire que ça désigne juste une relation de connexion entre la vérité de l'antécédent et la vérité du conséquent, mais pas de relation d'explication. Alors, pourquoi je vous dis ça, Lucas? Je suis peut-être parti un peu loin de votre question, mais oui, à partir du moment où vous avez une équivalence, vous pouvez toujours vous poser la question, quelle est la plus fondamentale de ces deux propositions? Est-ce que P est vrai parce que Q est vrai, dans ce sens-là, ou est-ce que Q est vrai parce que P est vrai? Prenez, il y a une grande question qui est toujours utilisée pour exprimer cette question de l'ordre de l'explication en philosophie, c'est la question de Le Typhon chez Platon. Une très belle question. Donc, on se demande dans Le Typhon, qu'est-ce que c'est que la piété? Et Platon demande, Socrate demande à son interlocuteur, est-ce qu'un homme est pieux parce qu'il est aimé des dieux, ou est-ce qu'il est aimé des dieux parce qu'il est pieux? Okay. Donc, être pieux, c'est se comporter, oui, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais j'espère. C'est être vertueux, disons. Okay. Qu'est-ce qui fait des gens bien? Est-ce que c'est qu'on est aimé des dieux, ou est-ce qu'on est aimé des dieux parce qu'on est des gens bien? Pour se poser cette question-là, il faut admettre l'équivalence. Les deux réponses admettent l'équivalence. Jean est pieux si et seulement si Jean est aimé des pieux. D'accord? Est aimé des dieux. Jean est pieux si et seulement si Jean est aimé des dieux. Une fois que vous admettez l'équivalence, seulement, vous pouvez vous poser la question, quel est le premier dans l'histoire? Est-ce qu'il est pieux parce qu'il est aimé des dieux, ou est-ce qu'il est aimé des dieux parce qu'il est pieux? Vous avez la même question en esthétique. Est-ce que Bach est un grand compositeur parce qu'il est apprécié, ou est-ce qu'il est apprécié parce qu'il est un grand compositeur? Ça vous donne deux versions de réalisme, d'antiréalisme esthétique, etc. Donc c'est structure de questions systématique des questions sur l'ordre de l'explication. Alors, pardon pour ce long détour. Maintenant, vous revenez à ça. On a notre équivalence ici. Si et seulement si, c'est notre double flèche. Et on se demande quel est le truc qui vient en premier. Okay. Est-ce qu'on dit la proposition est vraie parce que la neige est blanche, ou est-ce qu'on dit la neige est blanche parce que la proposition la neige est blanche est vraie? La réponse, c'est intuitivement, très fortement simple. Hein. La proposition, la neige est blanche, elle n'est pas vraie parce qu'une proposition est vraie. C'est pas vrai que la neige est blanche parce qu'une proposition... Enfin, il n'est pas le cas que la neige est blanche parce qu'une proposition est vraie. Okay, ça, c'est l'ordre. Donc, ça, c'est l'intuition maintenant. L'objection à la théorie de la vérité-redondance, vous dites, vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi? Parce que les partisans de la théorie de la vérité-redondance, ils ne peuvent même pas rentrer dans le jeu de l'ordre de l'explication, parce que pour eux, ces deux propositions, elles sont identiques. On ne peut pas mettre normalement le signe d'identité entre des propositions, c'est un prédicat, mais c'est pas grave. Ces deux propositions, enfin je simplifie, ces deux propositions, elles veulent dire la même chose. Donc vous ne pouvez pas vous demander quelle est la plus fondamentale. Okay. Donc ils doivent renoncer à cette idée-là. C'est pas qu'on les accuse de dire que la neige est blanche parce que la proposition que la neige est blanche est vraie, mais on leur accuse de ne pas pouvoir rendre compte de l'intuition opposée et intuitivement correcte que la proposition que la neige est blanche est vraie parce que la neige est blanche. Ça va? Ouais, bon, je suis parti un peu loin là, pardon. Mais c'est important ce point sur l'équivalence parce que vous le retrouvez partout et vous m'avez sans doute déjà entendu le faire pour certains d'entre vous. C'est bien de garder ça en tête parce que c'est un type de question qui ressurgit souvent. Bien, alors. Blablabla, on a vu tout ça. On passe maintenant au dernier type de théorie au sujet de la vérité qu'on appelle les théories de la vérifaction, truth making en anglais. Première chose à éviter tout de suite, c'est de confondre vérifaction et vérification. Okay, on a ce problème en français juste parce qu'on a choisi de traduire, c'était sans doute la meilleure traduction, truth making par vérifaction. Mais en anglais, vous n'avez pas, parce qu'en anglais, vous avez verificationism and truth making, et vous n'avez pas le risque de confondre. Alors, juste pour que vous sachiez, vous avez une théorie qui ne nous intéresse pas directement ici, qui est à l'interface de la philosophie du langage et de l'épistémologie, qu'on appelle le vérificationnisme. Qu'est-ce que c'est que le vérificationnisme? C'est une théorie de la signification qui est défendue par ce qu'on appelle les positivistes logiques, le Russell, le premier Wittgenstein, Carnap, le cercle de Vienne, selon laquelle un énoncé ne peut être vrai ou faux que s'il est vérifiable par l'expérience, ou que si c'est une vérité logique. Okay. Donc vous voulez savoir si un énoncé est vrai ou faux, il y a deux options. Soit vous pouvez le prouver logiquement, soit vous pouvez le vérifier par l'expérience. Il pleut, est-ce qu'on peut le vérifier par l'expérience? Ouais, il suffit de regarder le temps qu'il fait. Ok,
c'est un énoncé qui a une valeur de vérité. Il pleut ou il ne pleut pas. Est-ce qu'on peut le vérifier par l'expérience? Non. Mais est-ce que c'est une vérité logique? Oui. Donc c'est bon, c'est un énoncé qui a une valeur de vérité. La liberté est plus importante que l'égalité. Est-ce qu'on peut le vérifier par l'expérience? Non, c'est pas trop regardé. Est-ce que c'est une vérité logique? Non. Conclusion des partisans du vérificationnisme. Donc, c'est pas un énoncé qui a une valeur de vérité. Dès que vous parlez des énoncés normatifs de ce type-là, c'est pas des énoncés qui ont des valeurs de vérité. D'après eux, évidemment, vous avez, comme vous l'avez vu avec le professeur Chevalier-Cosset, vous avez des thèses importantes cognitivistes en métaéthique qui soutiennent que les énoncés, à l'inverse des vérificationnistes, qui soutiennent que les énoncés moraux ont des valeurs de vérité. Les vérificationnistes, de manière plus générale, ils n'en ont pas juste après les énoncés éthiques, ils pensent que aucun énoncé ne correspond à la catégorie de ce que Emmanuel Kant avait appelé les vérités synthétiques a priori. Celles qu'affectionnent en général les philosophes. Okay, donc c'est pour ça que les vérificationnistes qui disent soit vous avez des vérités logiques, soit vous avez des vérités empiriques, ils ont souvent été considérés comme posant un défi à l'activité que faisaient les philosophes qui aiment bien se dire, nous on parle d'un autre type de vérité, des vérités a priori, mais qui ne sont pas juste des vérités logiques. Alors, je ferme cette parenthèse parce que ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Je vous en parle juste pour dire que je ne vais pas vous en parler. La théorie des vérifacteurs, ça n'est pas la théorie vérificationniste, ici. Okay, la théorie des vérifacteurs, c'est une théorie d'une part beaucoup plus réaliste dans son esprit que le vérificationniste, qui pose une contrainte épistémologique sur ce qui peut être vrai ou faux. Et la théorie des vérifacteurs, vérificationniste, ce n'est pas une théorie de la vérité, c'est une théorie sur le genre d'énoncés qui peuvent être vrais ou faux. La théorie des vérifacteurs, c'est une théorie sur la nature de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie des vérifacteurs? On la présente parfois comme une version de la théorie de la vérité-correspondance ou comme une alternative. Là, moi, j'ai choisi de la présenter comme une alternative. Elle garde de la théorie de la vérité-correspondance l'intuition réaliste qui la sous-tend. À savoir que si une proposition est vraie, il y a quelque chose dans le monde qui la rend vraie. Mais elle rejette deux choses au sujet de la vérité-correspondance. Elle rejette de la théorie de la vérité-correspondance. Elle rejette l'idée qu'il y a une quelconque forme de correspondance ou d'isomorphie entre les propositions et le monde. Vous vous souvenez que un des problèmes fondamentaux qu'a rencontré notre théorie de la vérité-correspondance, c'est que voir comment un truc comme une proposition ou une phrase correspond à quelque chose dans le monde, c'est pas évident. On voit pas, c'est des choses très hétérogènes. Donc on a la bonne idée de Wittgenstein, il y a une isomorphie et de Russell. Le sujet, le prédicat, les substances, les propositions, soit pour tout, comme Russell, soit seulement pour les propositions atomiques, comme Wittgenstein dans le Tractatus. Mais ça reste quand même ténu, cette relation d'isomorphie. Alors, pour les partisans de la théorie des vérifacteurs, il faut abandonner cette idée qu'il y a une ressemblance ou une structure commune quelconque entre les propositions, ou les phrases ou les croyances, et les vérifacteurs. Un exemple classique des partisans de la théorie des vérifacteurs, un article qui a fait date, c'est l'article de Mulligan, Simons et Smith en 1984, qui s'appelait Truth Makers. Mulligan et Smith vont venir, vous êtes d'ailleurs bienvenus, et on a une conférence, il faut que je mette le programme en ligne, en mai prochain, Ontologie de l'économie, où deux des trois auteurs de cet article sont là. Vous pouvez toujours venir, petite parenthèse, à tous les instituts. C'est pas que vous pouvez, c'est que vous êtes fortement incité et vous êtes plus que bienvenus à participer à tous les événements de recherche de l'Institut, que ce soit le colloque hebdomadaire, que ce soit les colloques qu'on organise, les conférences exceptionnelles. Tout ça, vous avez ça sur le site. Même si vous ne comprenez pas, c'est souvent bien de ne pas comprendre quand on vient. Parce qu'on se dit, au moins vous avez identifié un domaine, un type de question, vous dites, je ne comprends pas bien ce qui se passe là-dedans, mais ça a l'air intéressant et ça pique votre curiosité pour aller creuser ensuite. Donc, vous pouvez, sentez-vous bienvenus et essayez d'y participer au moins de temps en temps. De même, évidemment, qu'à tous les événements du FINC et tous les événements philosophiques en dehors
des cours strictement parlé. Je sais, la vie est courte, mais la vie sans philosophie est triste. Donc il faut faire plein de philosophie. Alors, Julie sourit. Si vous êtes un partisan de la théorie de la vérité-correspondance, vous allez dire c'est vrai en vertu d'un fait qui correspond à cette proposition ou à cette phrase. D'accord Les partisans de la théorie des tropes, et en particulier Smith, Simons, Mulligan, qui ont écrit cet article fondateur pour cette théorie, disent non, non, Julie sourit, c'est une proposition qui est vraie, on est d'accord, par hypothèse, mais il n'y a pas un fait qui rend vrai cette proposition. Ce qui rend vrai que Julie sourit, c'est le sourire de Julie. Le sourire de Julie, c'est pas un truc structuré comme un fait avec une substance et une propriété qu'a cette substance. Pour les partisans, pour ces partisans-là en tout cas, il y a un type de chose dans le monde qui est un événement. Le sourire de Julie, c'est un événement. Okay, et c'est un événement qui rendrait une proposition. Il n'y a pas d'isomorphie. D'accord ? Ça, c'est la première grande différence entre la théorie des vérifacteurs et la théorie de la vérité-correspondance, c'est on abandonne la correspondance. Okay, il y a toujours quelque chose hors de la proposition qui la rend vraie, mais cette chose hors de la proposition ne ressemble pas à la proposition. Et la deuxième chose qui est liée à celle-ci, c'est que la théorie des vérifacteurs abandonne l'ambition d'analyser la relation de rendre vrai. D'accord ? Toutes les théories, les deux premières théories qu'on a vues jusqu'ici, à savoir correspondance et cohérence, elles analysent ce que ça veut dire que rendre vrai. Qu'est-ce que ça veut dire que rendre vrai ? Ça veut dire correspondre pour la théorie de la vérité-correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire que rendre vrai ? Ça veut dire être cohérent avec d'autres croyances pour la théorie de la vérité-cohérence. Cette théorie-là, elle tient juste rendre vrai pour un primitif. On n'analyse pas plus avant. C'est pas un si mauvais endroit. Tout le monde doit admettre des primitifs dans la vie. Et en particulier en métaphysique. On ne peut pas tout analyser. Et c'est pas un si mauvais endroit où s'arrêter la vérité pour avoir un primitif. D'accord ? Il y a sans doute un certain nombre de notions qu'on ne peut pas analyser plus avant. Certains disent l'existence, certains disent l'identité. La vérité, a priori, c'est pas complètement absurde de dire ça, c'est primitif. Ça fait partie des relations qu'on doit tenir pour première. Alors, une fois que vous avez dit ça, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à dire. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous vous taisez, vous dites, ah, c'est primitif, c'est fini, allez, on rentre à la maison, on peut aller jouer au foot ou n'importe. L'idée, une fois que vous dites que c'est primitif, vous pouvez encore dire tout un tas de choses que je vais vous présenter maintenant sur quel genre de choses c'est, quel rôle ça joue, à quoi ça s'applique, etc. Hein ? Une fois que vous dites quelque chose, typiquement, vous dites qu'un type d'entité est primitive. Vous pouvez faire ça sur plein de choses. Hein. Et après dire, peut-être que c'est pas du tout idiot de dire qu'il y a plein de primitifs et qu'en fait la seule chose qu'on peut faire c'est relier ces primitifs entre eux. Imaginez-vous que quelqu'un vous dise les couleurs, on ne peut pas les analyser, les couleurs sont primitives. Une fois que vous avez dit ça, vous avez encore plein de choses à dire au sujet des couleurs. Vous pouvez dire ces couleurs primitives, de quelle catégorie elles sont. Est-ce qu'elles sont des propriétés ? Est-ce qu'elles sont des états ? Est-ce qu'elles sont des substances ? Comment est-ce qu'elles sont reliées aux propriétés physiques des choses ? Est-ce qu'elles sont dépendantes de l'esprit ? Est-ce qu'elles ne sont pas dépendantes de l'esprit ? Mais toutes ces questions-là, vous pouvez les poser sans forcément vouloir analyser les couleurs. Okay ? C'est le même genre de choses qu'on peut faire au sujet de la vérité, même si vous la tenez pour primitive. Vous avez plein de questions au sujet de quel type elle est, qu'est-ce qui relève de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, etc. Carrément. Le sourire de Julie, il est rayonnant, il est beau, il est simple. Il y a pas, c'est juste un événement. Dans le sourire de Julie, il n'y a pas Julie. Hein. Il y a juste ce sourire. C'est ça. Et alors, il est dépendant de Julie, mais le sourire lui-même, c'est pas quelque chose de complexe, si vous voulez. C'est ça qui rend la proposition Julie sourit vraie. C'est très différent de dire ce qui rend la proposition Julie sourit vraie, c'est le fait que Julie sourit. Parce que dans le fait, il y a Julie. D'accord ? Plus une propriété qui est la propriété de sourire. Vous avez deux éléments. Et là, vous pouvez dire, du coup, il y a une isomorphie, parce qu'il y a un élément, la substance, qui se tient à l'égard du sujet, qui se tient à l'égard de la propriété, dans une relation similaire à la relation dans laquelle le sujet se tient à l'égard du prédicat. Okay ? Ça, c'est la théorie correspondantiste, isomorphiste de Russell et Wittgenstein. Mais dans cette théorie-là, le sourire de Julie, il n'a pas de complexité interne telle que c'est une substance qui exemplifie une propriété. Ça va ?
Peut-être qu'il y en a, ça c'est même indépendant, il peut y en avoir, mais c'est pas eux qui rendent vrai dans cette phrase-là en tout cas. Hein. C'est juste un exemple pour dire, oui, là vous avez une phrase qui est rendue vraie par quelque chose qui n'a pas de structure. Vous avez un exemple plus simple que j'aurais pu mettre en fait, que je rajouterais sur le PowerPoint, c'est Julie existe. Qu'est-ce qui rend vrai Julie existe? Si vous êtes un partisan de la théorie de l'isomorphie, vous pouvez être tenté par la réponse suivante. Ce qui rend vrai Julie existe, c'est le fait suivant. Julie qui exemplifie la propriété d'exister. Pour ceux qui ont suivi le cours de métaphysique, avec le professeur Olivier Massin cette fois, vous savez sans doute que l'existence, considérer l'existence comme une propriété, c'est une position qui est très marginale aujourd'hui en philosophie. La plupart des gens ont été convaincus que l'existence, c'est pas vraiment une propriété. Okay, les couleurs sont des propriétés, mais l'existence, vous ne pouvez pas la voir. C'est quoi la différence entre voir Charlotte et voir l'existence de Charlotte? Regardez Charlotte, vous arrivez à voir son existence. Hume dit, ça vient d'Hume cette objection-là, c'est la même chose, d'accord? Donc, si l'existence n'est pas une propriété, vous ne pouvez pas faire cette thèse-là qui est de dire la proposition Julie existait vraie parce que Julie exemplifie la propriété d'exister. Très probablement, très intuitivement en tout cas, ce qui rend la proposition Julie existe vraie, c'est quoi? Vous allez me dire. En vertu de quoi la proposition Julie existe vraie? Ouais. Que Julie existe. Non, parce que là, vous me redites un fait. Et si vous dites que Julie existe est un fait, ça veut dire que l'existence est une propriété. Donc, l'autre alternative, c'est de dire Julie existait vrai en vertu de Julie. Okay, c'est Julie qui explique que Julie existe. Hein. Et oui, que Julie, elle est simple, pas dans le sens. Elle n'est pas simple, Julie. Hein, mais elle est pas structurée quand c'est un fait, Julie. D'accord? C'est pas une substance qui exemplifie une propriété, c'est juste une substance. Donc, vous avez Julie existait vrai en vertu de Julie, tout court cette fois. Et Julie, c'est pas quelque chose qui est isomorphique avec une proposition qui est telle qu'un sujet exemplifie un prédicat. D'accord? Donc ça vous fait deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, où ce qui rend vrai n'a pas de structure commune avec ce qui est rendu vrai. Oui. Je me demandais quel lien il y avait prof et événement. Est-ce que c'est parfaitement des synonymes ou il y a une différence? Non, alors non, parce que non, donc, tous les événements sont des tropes. En général, on admet ça, mais pas l'inverse. Il y a beaucoup de tropes, qui est un terme technique pas forcément bien choisi, qui ne sont pas des événements. Mais pensez par exemple à des états. Donc un état, la connaissance, l'état de connaissance que vous avez maintenant de la grammaire catégorielle, ça c'est pas un événement, c'est pas non plus une substance. D'après beaucoup de personnes, c'est des tropes. Pensez à des processus comme grandir ou apprendre. Ça, ce ne sont pas des événements, parce qu'on admet souvent que les événements, c'est instantané, c'est marcher, commencer à marcher, tomber, etc. Là, c'est des processus étendus dans le temps. Tout ça, ça compte comme des tropes. Donc non, la catégorie des tropes est un peu plus grande. Mais ce qui est, en général, le point définitionnel au sujet des tropes, c'est que c'est des entités dépendantes, c'est pas des substances, et qui ne sont pas universelles, qui sont particulières. Donc ça inclut tout ce que je viens de vous dire là. Là, on est dans la métaphysique. Hein. Je ne veux pas qu'on rentre trop dans la métaphysique. Le point crucial pour nous, c'est que ce qui rend vrai une proposition n'a pas forcément, d'après cette théorie, la même forme que la proposition qui est ainsi rendue vraie. Donc voici la citation de l'article de Milligan, Simons et Smith. We are consciously departing from a dogma that has characterized much of analytic philosophy since its inception, the dogma of logical form. The idea of a perfect parallelism of logical and ontological complexity is the misery of logical atomism, leading Russell to a metaphysics of sense data and Wittgenstein to supra-experiential simple. So, laissez tomber les sense data et supra-experiential simple, si je vous en ai pas parlé, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils rejettent, c'est ce qu'ils appellent ce dogme de l'atomisme logique, les théories de Russell et Wittgenstein, cercle de Vienne, etc., qui disent qu'il y a une isomorphie entre la complexité des propositions et la complexité des faits, hein, logique et ontologique. Here, in contrast, we uphold the independence of ontological
from logical complexity. Nous, on soutient qu'il y a une indépendance entre la complexité ontologique dans le monde et la complexité logique, syntaxique de la proposition. Ontologically complex objects, those having proper parts, are not for that reason also in some way logically complex, any more than there is reason to suppose that to every logically complex true sentence, there corresponds an ontologically complex entity which makes it true. Donc il n'y a aucune raison de penser que pour toute phrase logique complexe, il y a quelque chose, une entité ontologique complexe qui la rend vraie. Okay, c'est pas parce que vous avez une complexité dans les phrases que vous avez une complexité dans ce qui rend vrai les phrases. Je voudrais qu'on décale un petit peu. Je voudrais qu'on finisse sur la théorie de la vérification avant la pause. Ça va si on décale de 10 minutes et qu'on prend la pause dans 10 minutes? Vous êtes épuisé. Ça va? Il me semble que vous êtes encore dans là. Vous avez encore l'attention. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on appelle un vérifacteur? Un vérifacteur, c'est toute entité qui rend vrai une proposition. Ce en vertu de quoi les propositions sont vraies. On peut définir vérifacteur minimal, mais je laisse tomber. Ce en vertu de quoi une proposition est vraie. Typiquement, ça va être un fait du monde. Pas un fait, pardon. Une entité dans le monde, peut-être un fait, mais peut-être le sourire de Julie, peut-être Julie tout court, et tout un tas de choses. Une entité abstraite, ce qu'on veut. Alors, la relation fondamentale pour la théorie de la vérification, c'est cette relation de rendre vrai, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'attarde un peu. Je vous ai dit qu'on ne définissait pas la relation de rendre vrai dans la théorie de la vérification. Mais on peut dire un certain nombre de choses à son sujet. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une relation, pour commencer. Est-ce qu'on peut dire un peu plus de cette relation? Qu'est-ce que c'est pour quelque chose que de rendre vrai une proposition? Est-ce que c'est le fait que cette chose cause la proposition à être vraie? Tous les partisans de la théorie de la vérification disent non. C'est pas de la causalité. C'est très bizarre d'admettre une causalité entre des entités qui sont aussi différentes. Vous avez quelque chose dans le monde qui causerait une proposition à être vraie. Les propositions, c'est des entités abstraites. C'est pas dit qu'elles soient, si elles sont abstraites, elles sont déjà en dehors de toute chaîne causale. Donc c'est un des problèmes. Il y en a un second, au moins, pour cette proposition, c'est que la causalité, en général, on admet que c'est contingent. Que certaines choses en causent d'autres dans certains mondes, mais pas dans tous les mondes possibles. Or, la relation de rendre vrai, elle semble nécessaire. Je ne détaille pas ce point-là, parce que je veux qu'on aille vers un point qui est un petit peu plus important. Une autre proposition, c'est que la relation de rendre vrai, c'est une relation d'implication logique. Ok? Ce serait de dire P rend vrai Q si et seulement si P implique Q. Okay. Ce qui ne va pas avec cette suggestion-là, c'est que vous voyez que à gauche et à droite de la proposition, de la relation de rendre vrai, on a des propositions. Or, tout le point de la théorie de la vérification, c'est que ce qui rend vrai, ce n'est pas une proposition. Ce qui rend vrai, c'est le joli sourire de Julie. Okay, ça rend vrai. Okay, ou c'est une personne, ou n'importe, ou un fait dans le monde, ou peu importe. D'accord? Donc la relation de rendre vrai, ce n'est pas une relation qui relie des propositions. L'implication logique, c'est une relation qui relie des propositions. C'est comme ça que vous l'apprenez en logique. Avec le professeur que vous savez. La suggestion, la première suggestion, un peu plus élaborée, enfin pas, oui élaborée, mais là je la présente pas dans ses détails. Pour comprendre cette implication, cette relation de rendre vrai, c'est dire que c'est un type de relation de nécessitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la proposition d'Armstrong, qui soutient la théorie avec Armstrong, Smith et Mulligan de la vérification depuis plusieurs années, et puis a écrit un livre en 2004 sur le sujet. C'est de dire que un vérifacteur, c'est quelque chose qui nécessite la vérité de la proposition. Qu'est-ce que ça veut dire nécessite? Ça veut dire que une fois que Julie sourit, forcément la proposition Julie sourit est vraie. D'accord? La proposition ne pourrait pas être fausse, que Julie sourit, une fois que vous avez le sourire de Julie. Donc une fois que vous avez le vérifacteur pour la proposition, forcément, il s'ensuit que la proposition en question est vraie. Il ne pourrait pas en être autrement une fois que vous avez le vérifacteur. Alors ça, c'est la proposition d'Armstrong. Et
chose que je voudrais voir avant la pause maintenant, c'est en quoi cette proposition est à la fois une avancée, mais n'est pas encore suffisante pour dire tout ce qu'on veut au sujet de la relation de rendre vrai. Le problème, c'est que, en gros, chacun admet maintenant, je crois on peut dire ça, chacun admet que la relation de rendre vrai, si elle existe, est une relation de nécessitation, mais on pense que ça ne suffit pas de dire ça. Et pourquoi est-ce qu'on pense que ça ne suffit pas de dire ça? Ben, vous avez un exemple, mais là, vous pouvez en imaginer plein d'autres de ce type-là, qui est donné par Smith. Qui est l'exemple Barry Smith, qui est l'exemple suivant. Supposons que Dieu veuille que Jean embrasse Marie maintenant. L'acte de volonté de Dieu rend donc nécessaire la vérité de Jean embrasse Marie. Tout ce que veut Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, c'est réalisé au moment même où il le veut. D'accord? Donc Dieu veut que Jean embrasse Marie, donc paf, Jean embrasse Marie. Pour Malebranche, toute nécessité est de ce type. Eh bien, 2 fois, c'est bon. J'en ai une parenthèse. Le point important, c'est mais l'acte de Dieu n'est pas un vérifacteur pour ce jugement. Okay. Donc, l'expérience de pensée, c'est la suivante. Vous avez Dieu qui veut que Jean embrasse Marie. Juste parce que Dieu le veut, forcément, ça sera le cas. Okay. Dieu, il est tout-puissant, donc c'est inévitable. Si Dieu veut quelque chose, forcément, ce sera le cas. Et maintenant, on prend la proposition Jean embrasse Marie et on se demande qu'est-ce qui rendrait cette proposition. Ben, si vous admettez la thèse de la nécessitation d'Armstrong, vous devez dire que la volonté de Dieu rendrait cette proposition. Pourquoi qu'est-ce qui rendrait la proposition que Dieu embrasse Marie? C'est que Dieu veut que Jean embrasse Marie, parce que Dieu nécessite ça. Or, intuitivement, c'est pas ça qui rendrait la proposition. C'est la cause de ce qui rendrait la proposition. Okay? Ce qui rendrait la proposition que Jean embrasse Marie, intuitivement, c'est le fait que Jean embrasse Marie, ou l'événement, le trope relationnel entre Jean et Marie, le fait que Jean embrasse Marie, je ne sais pas redéfinir, mais je ne vais pas faire une analyse d'embrasser. Donc, en tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Vous avez un type d'objection, un autre type de contre-exemple, exactement dans le même esprit que vous avez déjà rencontré pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours de métaphysique, qui ont lu les textes autour de naissance, essence, nécessité, de Kit Fine, Aristote, etc. Je vous dis juste des mots comme ça pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler, que vous sachiez dans quel cas chercher de votre mémoire. Mais les autres, c'est pas grave. Vous avez des est-ce que je dois rentrer là-dedans? Non. Excusez-moi, je n'aurais même pas dû vous dire tout ça. Où il est tout ça? On reste juste avec ce contre-exemple-là. D'accord? Alors, il faut une contrainte supplémentaire. Intuitivement, la volonté de Dieu, j'arrive Mathéo, la volonté de Dieu, c'est pas ce qui rendrait la proposition Jean embrasse Marie. Ce qui rendrait la proposition de Jean embrasse Marie, c'est le baiser de Jean et Marie, ou le fait que Jean embrasse Marie. Oui. Juste, pour que X soit un vérificateur de vérificateur. Oh oui, c'est mon correcteur automatique. Ah, il n'a pas appris le. Ouais. Oh. Est-ce qu'il va me le recorriger? Eh ben voilà, il recommence alors que je lui ai dit de l'apprendre. Bon. Merci. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Pour dire, il suffit. Autrement dit, quel est le problème? C'est pas le cas que tout ce qui nécessite la vérité d'une proposition est ce qui rend vrai cette proposition. Tout ce qui rend vrai une proposition nécessite la vérité de la proposition, mais tout ce qui nécessite la vérité de la proposition ne la rend pas vraie. Comment est-ce qu'on fait pour contraindre ça? Vous avez une première idée intuitive, c'est d'ajouter une contrainte de pertinence. C'est de dire, un vérifacteur, c'est quelque chose qui nécessite la vérité d'une proposition et sur quoi porte la proposition. Okay? La proposition Jean embrasse Marie, elle porte pas sur la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu ne peut pas rendre vraie la proposition. Vous avez une autre contrainte. Là, je liste juste des manières de contourner, de répondre à ce problème-là qui ont donné lieu à différentes conceptions du rendre vrai, de la vérifaction. Une autre solution, c'est de recourir à la notion d'essence. Et de dire si X est un truthmaker de P, alors il doit faire partie de l'essence de P d'être vrai si et seulement si X existe. C'est un peu contourné comme formulation, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est
vous faites appel à la nature des propositions et vous dites pour que quelque chose soit un vérifacteur de, pardon, j'aurais dû mettre un vérifacteur de cette proposition, alors il doit faire partie de la nature ou de l'essence, c'est la même chose de cette proposition que d'être vrai uniquement si cette chose existe. Ça résout notre problème parce que, intuitivement, il ne fait pas partie de l'essence de la proposition Jean embrasse Marie d'être vrai si Dieu le veut. Okay. Et puis vous avez encore une solution contemporaine, je les mentionne rapidement ici pour vous donner une forme d'aperçu lointain du débat, si vous avez envie de creuser un jour ou l'autre dans votre mémoire ou dans des travaux de séminaire. Une autre solution, c'est de faire appel à la notion de grounding, on traduit par fondement, explication, de dire que X rend une proposition vraie si et seulement si P est vrai parce que X existe. Okay. Et ce parce que, il doit être compris dans un sens non causal. Alors là, vous allez dire, Jean embrasse Marie n'est pas vrai parce que l'acte de volonté de Dieu existe. Évidemment, le poids, ça va être qu'est-ce qu'on veut dire dans ce parce que ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Là, je suis rentré un peu dans des détails de manière allusive sur la variété des théories du rendre vrai ici. Ce que vous devez retenir, c'est la chose suivante. Pour la théorie de la vérifaction, on explique la vérité à l'aide d'une relation primitive de rendre vrai. On n'analyse pas cette relation. Et après, on peut se demander de quel type elle est. Solution la plus plausible, c'est un type de relation de nécessitation. Si le vérifacteur existe, alors nécessairement la proposition est vraie. Mais cette solution-là, elle n'est pas complètement suffisante. Donc on essaye d'ajouter d'autres contraintes pour mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que quelque chose est un vérifacteur. Et c'est un des grands sujets au sujet de la vérifaction aujourd'hui. Et la dernière chose que je veux vous dire, après enfin vous laisser partir en pause, c'est la dernière diapo, je vous promets, sur la théorie de la vérification. Vous avez donc, première classe de débat, comment comprendre exactement cette relation de rendre vrai. Deuxième grande classe de débat, est-ce qu'on admet que toutes les propositions vraies ont un vérifacteur? Est-ce que toutes les propositions vraies sont rendues vraies par quelque chose dans le monde? Et là, vous avez une opposition entre le maximalisme que défend Armstrong, qui dit que toute proposition vraie a un vérifacteur, et ce qu'on appelle l'optimalisme, qui dit non, ce n'est pas le cas, seules certaines propositions vraies ont un vérifacteur. Blablabla, je vous dis juste les choses, la chose importante. Est-ce que vous voyez un problème pour l'idée que toute proposition vraie a quelque chose qui la rend vraie? Est-ce que vous pouvez penser à un type de proposition pour laquelle il est très difficile, proposition vraie, pour laquelle il est très difficile de trouver ce qui la rend vraie? Il y a un type de phrase, vous en dites 10 par jour, si on vous dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui la rend vraie, quelle est l'entité dans le monde qui la rend vraie, vous êtes embêté. Ah, les énoncés synthétiques a priori, pas forcément, parce que si vous dites, donc l'exemple que j'ai pris, c'est la liberté est une valeur plus importante que l'égalité. Là-dessus, vous pouvez dire, si quelqu'un dit ça, il peut dire, oui, moi, ce qui rend vrai cette proposition, c'est juste les relations entre différentes hauteurs de valeurs. Je suis un réaliste au sujet des valeurs, ça marche. Quelque chose, et puis vous ne dites pas tous les jours la liberté. Mais on dit, c'est vrai qu'on dit peut-être qu'on dit plus de vérité synthétique a priori qu'on croit. Mais un type de choses qu'on dit tout le temps. Toutes les propositions qui commencent par « il n'est pas le cas que », toutes les vérités négatives. Okay. Il n'y a pas de pingouin dans cette salle. Qu'est-ce qui rend vrai qu'il n'y a pas de pingouin dans cette salle? C'est pas Charlotte. Pardon Charlotte, je ne veux pas vous faire reproche, mais Charlotte, elle est dans cette salle, mais elle ne rend pas vrai qu'il n'y a pas de pingouin dans cette salle. Okay. C'est qui, c'est pas vous tous réunis. Qu'est-ce qui rend vrai qu'il n'y a pas de pingouin dans cette salle-là? Il faut qu'il y ait une entité, d'accord? La seule réponse, c'est pas la seule à vrai dire, mais la réponse qui a conduit Russell, c'est pas loin de défendre une théorie du faux avec la vérité de la correspondance, vérité-correspondance un peu plus exigeante, mais la réponse qu'a donné Russell, c'est il faut accepter des faits négatifs. Ce qui rend vrai qu'il n'y a pas de pingouin dans cette salle, c'est le fait négatif, l'absence de pingouin dans cette salle.
ça implique que dans cette salle, il y a une absence de pingouin. D'accord. Je ne sais pas, vous la voyez exactement, cette absence de pingouin, mais si vous voulez rendre vraies des propositions négatives, vous devez admettre des entités négatives. Et ça, c'est compliqué d'admettre une entité négative. D'accord. Donc ça conduit. Vous avez un problème similaire pour les propositions générales, mais je saute ça. Ça conduit un certain nombre de partisans de la théorie de la vérification à dire non, ce qui rend vrai, seules certaines propositions sont rendues vraies par des faits dans le monde, à savoir les propositions positives, non négatives, c'est vraiment la négation qui pose un problème ici. Et les autres, il faut expliquer la vérité autrement. Alors, autre problème, maintenant on a plusieurs théories de la vérité, on a la théorie de la proposition, de la vérité pour les propositions qui sont rendues vraies par quelque chose dans le monde, et on a une autre théorie de la vérité qui vient se brancher pour les propositions qui n'ont pas de vérifacteur. Et vous êtes écartelé ici entre une position homogène sur la vérité, où vous acceptez des faits négatifs, des entités négatives, et une position où vous n'avez pas de faits négatifs, mais où vous admettez différents types de vérité. Oui, bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de retourner les faits négatifs en parlant des qualités, des propriétés relationnelles, des choses qui sont effectivement dans la salle, en disant, ce qui rend vrai le fait qu'il n'y ait pas de pingouin, c'est que, par exemple, moi, Lucas, je fasse partie de la seule espèce de mammifère qu'il y a dans cette salle. Et dire que, donc ça, on peut en déduire qu'il n'y a pas de pingouin et ce genre de choses. Vous cherchez dans une direction intéressante, donc qui est liée à la deuxième chose que j'ai mis là, mais c'est ce que vous dites là, c'est ce que va faire Armstrong. Il va dire on peut annuler les faits négatifs, mais on a besoin d'un autre fait. J'arrive tout de suite à on a besoin d'un autre fait qui est l'idée. Donc, il y a Lucas dans cette salle, qui est un mammifère mais qui n'est pas un pingouin. Tous les mammifères qu'il y a dans cette salle, donc je peux faire la liste en fait de chacun de vous et dire mammifère qui n'est pas un pingouin, mammifère qui n'est pas un pingouin. Pas mammifère. C'est bon alors, ça s'était exclu d'emblée. Donc vous pouvez faire tout ce qu'il y a dans cette salle dans ce sens-là. Mais ce que vous devez rajouter pour que ça rende la proposition il n'y a pas de pingouin dans cette salle vraie, c'est une clause supplémentaire qui pose tout le problème, et c'est tout ce qu'il y a dans cette salle. Et il n'y a rien d'autre dans cette salle. D'accord ? Et cette clause-là, elle est négative au fond. Okay ? Elle demande un fait ce que Armstrong va appeler un fait de totalité. Il n'y a rien d'autre dans cette salle. Tout ce qui est dans cette salle totalise ce qu'il y a dans cette salle. C'est un drôle de fait aussi, l'effet de totalité. Hein. C'est pas comme, vous voyez, au départ, vous avez une version intuitive de la théorie qui dit une proposition est rendue vraie par des choses dans le monde. Puis là, si vous voulez juste rendre compte de ça, vous devez soit admettre des absences de pingouins, soit admettre un fait totalisant qui dit et il n'y a rien d'autre. Et qu'est-ce qui rend vrai qu'il n'y a rien d'autre ? C'est un peu c'est aussi un défi ici. Oui. Est-ce qu'il y a des philosophes qui essayent de prendre le problème justement dans le sens inverse, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est rendre vrai en partant des faits négatifs? Qu'est-ce qui rend vrai le fait qu'il n'y a pas de pingouin dans cette salle? Et en comprenant ça, ensuite on définirait ce qui rendrait les propositions positives. Oui, vous avez Stephen Mumford qui fait un petit peu quelque chose comme ça de mémoire. Mais je ne sais plus ce qu'il fait, à vrai dire. Il partait comme ça. Mais si vous voulez, en général, on dit c'est mieux de partir du cas simple. Mais peut-être que c'est l'erreur, vous avez raison. En général, on se dit c'est plus facile dans le cas où il y a quelque chose qui rend vrai. Et là, on bute sur le problème. Vous suggérez de partir sur le cas problématique pour éclairer le cas simple. Même avec l'existence, en général, partir de ce qui n'existe pas pour ensuite définir ce qui existe. C'est bizarre, mais c'est pas forcément idiot. Commencer par une théorie soit de la fausseté, soit des faits négatifs, plutôt qu'une théorie de la vérité. Parce que sur la fausseté, vous avez un problème un peu similaire, à vrai dire. En quelle condition une proposition est fausse si elle n'a pas de truth maker? Mais est-ce qu'il y a des false makers? Les false makers, est-ce que c'est des absences, c'est des faits négatifs, l'absence de... donc Mumford a discuté ça. Vous me demandez s'il y a quelqu'un d'autre. Russell a une théorie parfaitement homogène, lui, entre faits négatifs, faits positifs, théorie de la vérité, théorie de la fausseté. C'est parfaitement parallèle. Il n'attribue pas de priorité à l'une ou à l'autre. Mumford a édité les textes de Russell sur la métaphysique, donc il y a un lien entre les deux. Stephen Mumford, qui est un métaphysicien contemporain, M-U-M-F-O-R-D. J'ai vu une conférence de lui là-dessus, mais j'ai pas lu son article. Je vous avais promis 10, il est 20, je vous ai bien eu. Ok, on fait une pause de 7 minutes, et puis 8 minutes, allez. Et puis on parle dernière demi-heure de référence.
Et on a en plus de l'arbre. On apprend plus. C'est bien voulu le dire. Pour moi, c'est vraiment Ah. En fait, ça, je comprends. Tu le ressens. Parce que, ah, je trouve ça, c'était le monde. Ouais, c'est un carton et tout. Derrière, il y a le truc. C'est pas le parti que moi, C'est le tapin de l'électricité.
cliché de retenir ça. Je sais pas, en fait, c'est moi qui est un peu hyper ordinaire dans la série. Donc, pas vraiment les mêmes choses. C'est hyper à la limite Spain. Non, C'est vieux, c'est bon. Ça, j'ai pas de surtout début 2000. bah, c'est tout. Non, mais c'est bien, ça match, tu connais. Juste deux clichés. Mais ouais, tu sais, des gens de clichés qui sont dans quelqu'un de une personne. En 2020. Ah, on n'a plus du tout envie d'embrasser Marie, donc j'ai mal à la tête. La prochaine fois que je pose quelque chose dans une ferme, ça va moi, ça, c'était plus le côté. Ah, il y a des activités qui sont placées loin. Non, je pense pas. Mais je pense que justement, pour le coup, il va ah, il est plus, c'est la température qui va. Quand j'ai vu, j'ai trouvé ici là, et des fois, Ah ouais? Bien. Alors, on termine avec ces quelques remarques sur la théorie de la vérification, notre examen des 4 principales théories de la vérité: correspondance, cohérence, déflationnisme et théorie de la vérification. Pour vous donner un aperçu, une forme de sociologie de l'état de l'art aujourd'hui, les 2 théories qui tendent à être les plus discutées sont sans doute le déflationnisme d'un côté et la théorie de la vérification de l'autre. Et vous voyez qu'elles vont dans des directions radicalement opposées. Ceux qui aiment bien la métaphysique, ils ont tendance à bien aimer les théories de la vérification parce que ça nous permet de connecter le langage au monde. Ceux qui sont plus suspicieux à l'égard de la métaphysique, qui pensent qu'on a tendance à trop gonfler les choses, ils ont tendance à aller vers des théories déflationnistes. En 2 mots. Alors, le mot du jour. Sybarite, c'est quoi un sybarite? Non, vous avez encore moins de mémoire que moi. Oui. Qui aime bien profiter de la vie, pas forcément ostentatoire. C'est quelqu'un qui aime profiter des bonnes choses. Ostentatoire, ça veut dire qui exhibe ça. Hein, vous pouvez le faire. Vous êtes tout seul chez vous, je sais plus l'exemple, c'est vous avez rien à manger, il vous reste une boîte de sardines, mais vous allez quand même mettre un petit brin de persil sur votre sardine en boîte parce que ça, c'est être un sybarite. Okay, même si j'essaye de bien présenter ma sardine et je la mange pas à même la boîte. Transsuder. C'est comme transpirer, mais ça marche aussi à travers des vases, et puis ça vous permet de faire des belles expressions, comme transsuder la bonté. Il y en avait un autre qui apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Le mot du jour, c'est « Oh, mais tout apparaît dans le mauvais sens ». Bon, bah tant pis. Obvi. Vous avez peut-être déjà entendu ça, obvi. Obvi, ça correspond à l'anglais obvious. C'est évident. Et l'utilisation première, c'est un sens obvi. Quand vous voyez un mot, vous dites le sens le plus courant, le plus évident d'un mot. Ça, c'est assez utile pour nous en philosophie parce qu'on utilise souvent des intuitions linguistiques au départ. Donc, le sens obvi de tel ou tel mot, le sens obvi de vérité, le sens obvi de existence, c'est celui-là. Ah, et sex party, il est arrivé finalement. C'est qu'il y a 6 parties. Bien. Alors,
il nous reste une demi-heure pour mettre un premier pied et un grand pied dans les théories de la manière dont, non plus les phrases, mais les noms vont s'ancrer au nom. D'accord ? On a vu la manière dont les phrases s'ancrent au nom, en tout cas d'après les théories de correspondance, et on a vu qu'il y a d'autres théories de la vérité pour lesquelles c'est pas vraiment un ancrage au monde, mais soit d'autres croyances pour la cohérence, soit simplement un procédé linguistique pour les théories déflationnistes. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les noms, et non plus les phrases, et quelle est leur relation au monde, et comment est-ce qu'on peut comprendre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la référence, ce que Russell appelle aussi la dénotation. Quelqu'un d'entre vous avait posé lors de la première séance, c'est quoi la différence entre la signification et la référence? C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle la signification d'une phrase, d'un nom? On va voir une réponse tout de suite à l'aide d'un des ce qui est considéré comme le premier philosophe analytique, à savoir Gottlob Frege. Frege, comme vous le savez sans doute, si vous avez suivi les cours de logique d'Elisabeth, c'est lui qui a inventé la logique contemporaine. Donc, en gros, l'histoire de la logique, c'est relativement simple. Vous avez Aristote, il ne se passe rien pendant 2000 ans, et vous avez Frege. C'est à peine une caricature. Il ne se passe rien pendant 2000 ans, ça veut dire qu'il y a juste des changements cosmétiques dans la présentation de la logique. Mais il n'y a pas de progrès. Quand tu écris au sujet de la logique est une science close et achevée. On ne fera jamais plus rien en logique. Tout le monde pensait que c'était fini la logique. On avait plié le truc et on pouvait passer à autre chose. Arrive là-dessus Frege, qui introduit deux grandes nouveautés. La première nouveauté, je vais vous dire deux mots de la logique parce que c'est difficile de vous parler de Frege sans au moins vous parler de son grand livre, c'est la Begriffsgeschichte, c'est son premier livre, mais on va étudier autre chose maintenant. Première grande nouveauté qui arrive avec Frege. Vous voyez, vous connaissez les nouveautés introduites par Frege? Qu'est-ce que c'est qu'on a dans la logique frégéenne contemporaine que vous étudiez, les prédicats qu'on n'avait pas dans la logique aristotélicienne? Vous n'avez pas vu ça? C'est d'une part, vous pouvez traiter les relations. Si vous êtes dans la logique aristotélicienne, vous n'avez pas de relation. D'accord? Pour Aristote, et pour toute la philosophie quasiment jusque Frege, les relations, c'est des sortes de prédicats dégradés qu'on peut ramener à des prédicats. Donc, qu'est-ce que je dis si je dis Olivier est amoureux de Julie? Je dis deux prédicats, pardon, Olivier aime Julie. Okay, ça semble être une relation entre Olivier et Julie. En fait, d'après toute la logique avant Frege, on réduit ça à Olivier est amoureux de Julie et Julie est aimée par Olivier. Donc, on réduit ça à deux prédicats monadiques. Okay. Olivier a la propriété d'être amoureux de Julie, d'une part, et d'autre part, Julie a la propriété d'être aimée de Julie. Donc, toute relation, vous la réduisez à deux prédicats monadiques. C'est ce que fait Aristote, c'est ce que fait Leibniz, c'est ce que font les philosophes. Frege dit non, moi je vais vous faire une logique où vous avez des relations. Vous pouvez traiter M comme un prédicat dyadique, et maintenant vous savez bien ce que c'est. Et la deuxième chose qu'apporte Frege à la logique, vous ne savez peut-être pas, mais le syllogisme suivant, Bob est un pingouin, tous les pingouins sont des mammifères, donc Bob est un mammifère. Ce n'est pas un syllogisme valide pour la logique aristotélicienne. Est-ce que vous savez pourquoi ce syllogisme n'est pas valide chez Aristote? Bob est un pingouin, tous les pingouins sont des mammifères, donc Bob est un mammifère. Parce que pour Aristote, dans la logique, vous n'avez que des énoncés généraux et jamais des énoncés singuliers. Or, Bob est un pingouin, c'est un énoncé singulier qui contient un nom propre, Bob. Okay. Pour Aristote, il y a de science que du général. Donc la logique, ça contient que des énoncés généraux. Vous pouvez parfaitement avoir des énoncés du type les pingouins sont des mammifères, les manchots sont des pingouins, c'est pas grave, donc les manchots sont des mammifères. Ça, c'est OK, il n'y a pas d'énoncé, il n'y a pas de nom propre dedans. Mais dès que vous avez un nom propre, pour Aristote, la logique marche plus. Okay. Pour des raisons techniques très simples à voir, dans lesquelles on ne rentre pas là, mais vous regardez la syllogistique, il faut que le deuxième terme devienne le premier terme, et ça ne marche pas si vous avez des noms. Donc ça, c'est le deuxième apport de Frege, grâce à cette notion qui vous casse la tête et qui avec lequel vous savez qui vous appliquez, les quantificateurs, qu'introduit Frege, grâce aux quantificateurs, on peut introduire en logique les noms propres aussi. Et on peut avoir des dérivations logiques, des déductions logiques sur des énoncés singuliers. En deux mots, ça c'est deux des plus grandes inventions de Frege au sujet de la logique. Mais notre brave Gottlob ne s'arrête pas là. Après s'être intéressé à la logique,
il s'intéresse au langage et on étudie ici un texte que je vous mets tout à l'heure en ligne dans sa version française. La première version est parue en allemand. Je ne vous ai pas donné de lecture jusqu'ici, mais ça c'est important que vous le lisiez parce que c'est vraiment un texte fondateur de toute la philosophie du langage. Sinn und Bedeutung, qu'on traduit par sens ou référence parfois, sens et dénotation. Enfin, il y a tout un tas de références de traductions différentes, mais le mieux c'est sens et référence. Alors, que dit? Ça c'est le texte qui nous intéresse maintenant, qui a structuré une grande partie de la philosophie du langage. Donc on va y passer un certain temps, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le premier point ici. Frege part de deux énigmes, une énigme qui concerne les jugements d'identité, et une autre énigme qui concerne les attributions de croyance, et ça va le conduire à distinguer deux notions, les notions de sens d'un mot et de référence d'un mot. Okay? Puis il va étendre cette théorie et phrase, et il va dire quelques autres choses sur les noms qui n'ont pas de référence. Alors, c'est un texte de 1892. Il y a une théorie très simple que va rejeter Frege. Quand vous vous posez la question, c'est quoi la différence entre le sens d'un nom et la référence d'un nom? C'est de dire, c'est exactement la même chose. Le sens du nom Julie, c'est simplement ce que désigne le nom Julie. Le sens du mot Vénus, c'est simplement la planète que désigne le mot Vénus. Le sens du mot Superman, c'est simplement le super-héros que désigne le mot Superman. Okay? Donc, le sens d'un mot, c'est simplement sa désignation, l'objet sur lequel il porte. Okay? Frege va rejeter cette théorie sur la base des deux énigmes. Je vais vous présenter la première théorie, énigme maintenant. Première théorie, c'est celle qui porte sur les jugements d'identité. Superman et Clark Kent. Vous savez tous que sont les mêmes, d'accord? C'est la même personne, Superman et Clark Kent. En même temps, c'est deux personnes différentes. Vous pouvez apprendre après coup que ce sont deux personnes différentes. Si je vous apprends que Superman est identique à Clark Kent, vous apprenez quelque chose d'assez substantiel, qui a trait à une fiction dans ce sens-là, mais c'est pas complètement inintéressant. Vous apprenez pas juste quelque chose au sujet du langage. Vous apprenez quelque chose sur celui qui était journaliste là, en fait, c'était lui qui sauvait les innocents dans le bus qui tombe ou je sais pas quoi. Donc vous apprenez quelque chose quand vous apprenez que Superman est la même personne que Clark Kent, d'accord? Et ça, c'est ce qui va préoccuper Frege. Comment est-ce qu'on comprend que quand on apprend une identité qu'on ignorait, il y a une valeur cognitive, ok? Ça nous dit quelque chose. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette énigme. Donc, on va s'intéresser à des énoncés qui contiennent le prédicat est identique à. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai écrit ça, l'identité, on ne doit jamais mettre des phrases à gauche et à droite. Et vous voyez bien pourquoi. Vous ne pouvez pas dire il pleut est identique à je ne sais pas quoi. Pour que ça marche intuitivement, c'est juste une intuition linguistique. Est identique à, vous devez mettre des expressions nominales à gauche et à droite. Okay? Julie est identique à Bob. Julie est identique à la plus grande personne de cette salle, etc. Mais vous ne pouvez pas mettre une phrase, ni aucune autre type de chose. Je ferai une petite restriction dans un instant. Donc, c'est un prédicat est identique à, qui est à deux places, qui prend deux noms pour faire une phrase. Vous savez comment on écrit ça maintenant. Ça fait juste un petit rappel. Donc, Frege accepte cette théorie-là. Tous les jugements d'identité sont formés par ce prédicat dyadique et à gauche, à droite, on met des noms ou ce qu'il appelle des expressions dénotantes. C'est la même chose. Je laisse tomber ça, pardon. Je laisse tomber ça aussi sur l'identité. Excusez-moi, comme on est un petit peu... Non, je vais quand même vous le dire parce que c'est une parenthèse sur l'identité, mais ça va être important pour la suite. Donc, c'est trois petites remarques sur l'identité. La thèse standard sur l'identité, sur la syntaxe de l'identité, c'est que c'est un prédicat à deux places. Vous avez un certain nombre de discussions sur ce type d'énoncé. Être carré, c'est avoir 4 angles droits et 4 côtés égaux. Être un homme, c'est être un animal rationnel. Gros problème sur qu'est-ce que c'est que ces infinitifs qui sont là. Vous voyez, c'est ce que vous avez là. Donc, c'est, ici, c'est l'identité. C'est la même chose que. Et ça, c'est pas vraiment un nom. C'est pas vraiment une phrase non plus. La statue des infinitifs, c'est compliqué. Mais vous vous rendez compte qu'en philosophie, quand on donne des définitions, souvent on a recours à ça. Qu'est-ce que c'est qu'être coloré? Qu'est-ce que c'est qu'être rationnel? Qu'est-ce que c'est que blablabla, hein? Donc ces infinitifs, ils nous enquiquinent un peu au regard de la grammaire catégorielle que je vous ai présentée au départ.
Mais on en a souvent besoin, et vous avez une théorie de l'identité qui est développée aujourd'hui, notamment par Fabrice Correa, un collègue de Genève, d'identité générique, qui dit il faut aussi faire une place à une autre utilisation de l'identité où on ne met pas des noms à gauche et à droite, mais où on met des expressions infinitives de ce type. Premier commentaire à garder en tête qui peut vous être utile par la suite. Deuxième chose ici, attention à ne pas confondre le signe égal avec l'identité. Alors Frege va dire que c'est la même chose, lui. Mais ça, c'est une théorie particulière, parce que vous pouvez parfaitement maintenir que 4 égale 2 plus 2, ça ne veut pas dire que 4 est identique à 2 plus 2. D'accord ça ne va pas de soi. Quelle est la relation entre 4 et 2 plus 2 ça fait la même chose. Mais une autre théorie, c'est que le égal ici, c'est une opération mathématique, plutôt qu'un signe d'identité, et il faut comprendre ce que c'est qu'une opération ensuite. Et par contre, la 3, je le laisse tomber. Alors, le constat donc ça, c'était juste pour mettre en place. On va parler d'énoncés qui vont contenir cette expression est identique à. Et Frege, au début de son article, dit qu'il y a deux types d'énoncés qui contiennent l'expression identique à. Il y a des énoncés triviaux, non informatifs, et il y a des énoncés non informatifs, qui ont, comme Frege le dit, une valeur cognitive. Comme Kant disait, parce que Frege est un lecteur de Kant, il publie son article dans une revue kantienne, d'études kantiennes, il y a des énoncés qui sont synthétiques, qui nous apprennent quelque chose. Que ces énoncés soient a priori ou a posteriori, ce n'est pas le problème de Frege. Voici des exemples. Si je dis le soleil est identique à lui-même, ce n'est pas informatif. Okay. Si je dis Romain Gary est Romain Gary, ce n'est pas informatif. Si je dis A est identique à A, ce n'est pas informatif. Si je dis l'étoile du soir est l'étoile du soir, ce n'est pas informatif. Si je dis le père de Michel est le père de Michel, ce n'est pas informatif. Tout ça, c'est vrai, mais c'est parfaitement trivial. Par contre, si je dis l'astre qui se lève ce matin est le même que celui qui se levait hier matin, ça, c'est pas complètement idiot. C'est une découverte, on oublie ça, mais c'est une découverte dans l'histoire de l'humanité de se dire ah, le soleil, en fait, c'est bien le même, ça aurait pu être un autre qui arrive pendant longtemps, il y a eu une incertitude sur j'espère qu'il nous en renvoie un deuxième demain, parce que sinon il va flâner toute la journée. Non, c'est le même qui tourne, d'accord? Donc, c'est une découverte substantielle. Okay. Romain Gary et Émile Ajar, l'écrivain. Ah ben ça aussi, il y a plein de gens qui ne le savaient pas quand ils publient sous un pseudonyme, et le jour où on apprend quelque chose. A égale B, bon, ça c'est une expression logique, mais une expression logique, on ne sait pas ce que signifie A et B, peu importe, mais au moins ça nous dit quelque chose de plus que A est identique à A. L'étoile du soir, qu'on appelle Hespérus, est identique à l'étoile du matin, qu'on appelle Phosphorus. Ça c'est aussi une découverte astronomique substantielle, d'accord, qui ne va peut-être pas changer notre vie fondamentalement, mais enfin, la première étoile qui apparaît le matin, c'est la même que la dernière étoile qui apparaît le soir. Pourtant, elles apparaissent à des endroits complètement différents dans le ciel. Okay mais le jour où on découvre que c'est la même, on découvre quelque chose d'important. Donc, il y a des énoncés d'identité qui sont informatifs. Si vous découvrez que Jean est le père de Michel, ça peut aussi être une révélation cruciale pour vous. Je vous laisse imaginer des scénarios dans lesquels ça a une importance fondamentale. Donc, ça, c'est le... Oui, mais est-ce que cette thèse, elle implique que les mathématiques, c'est synthétique? Non, pour la raison que je vous ai dit, c'est que c'est à cause du égal que vous dites ça ici? Ouais, parce qu'ils sont que du coup, quand on apprend un théorème mathématique, c'est une nouvelle chose. Mais oui, c'est un peu à cause du signe égal que j'ai. Alors, la thèse de donc, l'histoire de Kant jusqu'au positivisme logique sur les mathématiques, c'est que Kant dit les mathématiques, il y a deux choses. Il y a l'arithmétique qui fait partie des énoncés analytiques, a priori. 2 plus 2 égale 4, ça c'est l'arithmétique, ça ne nous apprend rien. Par contre, quand on dit la géométrie, ça c'est bizarre comme. Enfin, c'est bizarre et un peu intuitif aussi. Ça, c'est des énoncés synthétique a priori. Pourquoi? Son idée, c'est la géométrie, ça fait appel à des intuitions qui ont trait à l'espace, donc il faut de l'expérience. Si vous faites de la géométrie, pense Kant, vous devez voir au moins dans votre tête un rond, un cercle, des tangentes, etc. Pas si vous faites de l'arithmétique. Donc, ça a une forme de contenu qui n'est pas complètement trivial. Et puis ce que vont faire après, Carnap est célèbre pour avoir fait ça, c'est qu'il va réduire la géométrie
à l'arithmétique, en disant, en fait, oui, une droite, vous êtes obligé de la représenter, vous pouvez juste donner ses coordonnées cartésiennes ou peu importe, puis toute la géométrie, vous pouvez la réduire à l'arithmétique, et si c'est le cas, vous pouvez dire que toute la géométrie, c'est une forme de connaissance a priori. Si. Alors, cela dit, ça ne répond pas à votre question, parce que vous dites, comment ça se fait qu'on ait l'impression d'apprendre quelque chose quand on apprend un théorème mathématique? Mais ce n'est pas exactement l'intuition après laquelle on est ici, mais je ne sais pas comment vous répondre. Vous avez la même intuition quand vous découvrez une loi logique, hein, quand vous apprenez la logique, quand vous voyez que, en fait, vous découvrez que il n'est pas le cas qu'il existe au moins un x qui n'est pas f, ça revient à tous les x sont f. Il n'est pas le cas qu'il y a au moins un pingouin vert, ça revient à tous les pingouins sont non verts, par exemple. Okay, c'est pas complètement, ça saute pas dans les yeux tout de suite, mais quand vous voyez le truc, vous voyez que la négation, elle rentre, qu'elle inverse le modificateur et qu'elle s'applique au contenu du quantificateur. Ça, On aurait envie de les mettre dans informatif. oui, je vois bien. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas vous répondre, parce que là, l'idée, c'est que c'est plutôt. Ça ne veut pas dire que quand vous faites de la logique ou des mathématiques, il n'y a pas des choses que vous voyez, mais c'est en quelque sorte. Une fois que vous les réalisez, vous réalisez qu'ils ne portent pas sur le monde. C'est juste, il y a des vérités, il y a des trivialités qui sont difficiles à voir. Mais une fois que vous les voyez, vous voyez qu'elles sont triviales. Là, c'est que des trivialités qui sont faciles à voir. Donc, c'est vrai que Romain Gary, ça ne demande pas un grand effort. Mais si vous avez des équivalences logiques, si vous avez tous les trucs de l'implication, quoi. Si vous avez P implique Q, c'est équivalent à non P ou Q. Bon, une fois que vous avez compris pourquoi, ça saute aux yeux comme une banalité. Au départ, vous vous dites, mais pourquoi? Enfin, là, vous avez une flèche, là, vous n'avez pas de flèche, là, vous avez des opérateurs, vous en avez un. Puis après, vous dites, ah oui, mais effectivement, si c'est faux, du faux, il s'ensuit n'importe quoi. Et puis, si le vrai, enfin, ouais, je ne vais pas vous faire le truc, mais Donc, quand on dit trivial, je vais essayer de vous répondre sans bien vous répondre comme ça. Quand on dit trivial, on dit que c'est trivial une fois qu'on a compris la proposition. Okay, une fois que vous avez compris la proposition, vous vous rendez compte qu'elle va de soi. Donc ça, c'est ça qu'on dit ici. Ces énoncés-là, ils sont triviaux dans ce sens-là. Ces énoncés-là, ils ne sont pas triviaux dans ce sens-là. Quand vous les avez compris, il reste un truc d'étonnement. Il reste un truc de « Ah, mon Dieu, tout ça, l'étoile du matin, c'est pas que c'était difficile à comprendre, mais une fois que je l'ai compris, j'aurais pu le comprendre avant. Mais là, j'apprends quelque chose au sujet du monde plus qu'une forme de banalité formelle. Pardon pour là, je vais essayer de trouver une meilleure réponse. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de thèse ici. Hein. Il y a juste une observation, Frege. C'est une thèse faible de distinction. Il y a deux types d'énoncés d'identité, ceux qui sont informatifs, ceux qui ne sont pas informatifs. La première énigme de Frege, c'est de dire comment on rend compte de cette différence. Et là, il va dire, pour rendre compte de cette différence, on va avoir besoin de ma théorie selon laquelle le sens d'un nom n'est pas la même chose que la référence d'un nom. Okay, comment se fait-il que tous les énoncés d'identité n'aient pas la même valeur cognitive dans les expressions de Frege? Et là, Frege va envisager quelques solutions et montrer qu'elles ne marchent pas. Première solution, vous pouvez vous dire que qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est une relation entre ce à quoi réfèrent les noms, ce que Frege va appeler la théorie objectuelle. Okay, donc les énoncés d'identité, d'après cette théorie, portent sur les référents des noms de la phrase. Donc quand vous dites Romain Gary et Émile Ajar, eh ben, l'identité, elle porte sur la référence de Romain Gary et la référence du nom Émile Ajar. Le problème avec cette théorie-là, c'est que si vous acceptez ça, ben vous ne pouvez pas rendre compte de la différence entre A identique à A et A identique à B. Pourquoi? Parce que la référence, si l'identité ne porte pas sur le nom, mais sur la référence du nom, ben la référence de A et la référence de A, c'est la même chose. Okay, évidemment, c'est le même nom. Mais c'est aussi le cas pour A et B. Romain Gary et Émile Ajar, la référence de Romain Gary, c'est la même que la référence de Émile Ajar. Okay. Donc vous êtes juste en train de dire la référence de A, à savoir ce truc dans le monde, c'est la même que la référence de B, à savoir ce truc dans le monde. Donc vous êtes en train de dire ce truc dans le monde est identique à lui-même. Et ça ne vous aide pas à apprendre quelque chose. D'accord? Donc si vous dites que les énoncés d'identité
Ce qu'ils nous disent, c'est ce sur quoi ils portent, c'est sur la référence des noms. Alors, vous êtes amené à dire que tous les énoncés d'identité sont triviaux, ok, y compris tous les énoncés qui sont à droite dans le tableau, ici. D'accord? Quand je dis l'étoile du soir et l'étoile du matin, je dis que la référence de l'expression l'étoile du soir, ce machin dans le monde, est identique à la référence de l'étoile du matin, ce machin dans le monde. Donc je dis juste ce machin dans le monde, il est identique à ce machin dans le monde. Ben oui, forcément. L'identité dans le monde, vous ne pouvez pas prendre deux choses et dire qu'elles sont identiques. Vous êtes juste en train de dire qu'une même chose est identique à elle-même. D'accord? Ça, c'est un point important sur l'identité, c'est que quand vous dites A est identique à B, il y a forcément quelque chose de linguistique autour, et c'est ça qui est dur à comprendre. Vous ne pouvez pas avoir de l'identité purement métaphysique, sauf l'identité à soi-même. Okay? Les seules choses dans le monde qui sont identiques entre elles, c'est chaque chose qui est identique à elle-même. Mais vous ne pouvez pas trouver une chose, en prendre une autre et dire « Ah, elles sont identiques ». Ça, non. Vous avez des cas de fusion, peut-être, en métaphysique, mais qu'est-ce que c'est qu'une fusion? C'est deux choses qui n'étaient pas identiques et qui deviennent identiques. Si ça existe, et il y a des discussions là-dessus. Mais vous ne pouvez pas prendre une chose et une autre et dire « Elles sont identiques ». D'accord? Si elles sont deux, elles ne sont pas une. Donc l'identité a forcément quelque chose de linguistique. L'identité informative. Hein? Et le défi, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'identité de manière informative. Donc, la première solution que rejette donc Frege, c'est de dire l'identité, elle porte sur les référents des noms. Si l'identité porte sur des référents des noms, alors tous les jugements d'identité sont également triviaux. Hein? Émile Ajar est aussi banal et ininformatif que Émile Ajar et Romain Gary. Voici ce que dit Frege. Si l'on voulait voir dans l'identité une relation entre ce que dénote, réfère et dénoter, c'est même la même chose ici, entre ce que dénotent respectivement les noms A et B, A est identique à B ne pourrait pas, semble-t-il, différer de A est identique à supposer que la proposition A est identique à B soit vraie. On aurait là l'expression d'une relation entre une chose et elle-même, relation que toute chose entretient avec elle-même. Okay? Si vous allez dans ce sens, vous ne pouvez pas rendre compte de la raison pour laquelle Superman, vous pouvez découvrir que Superman est identique à Clark Kent. Très bien, dit Frege. Eh bien alors, à ce moment-là, si l'identité ne porte pas sur les relations entre les noms, on va simplement dire que l'identité, elle va porter sur les noms. Bon, alors il y a une solution exclue d'emblée, vous voyez bien laquelle, c'est que, évidemment, on ne peut pas dire que le nom Julie est identique au nom, pardon, que le nom Romain Gary est identique au nom Émile Ajar. C'est deux noms différents. Okay? Mais ce que dit Frege, donc cette solution-là, on l'évacue d'emblée, elle est évidemment inintéressante. Mais la proposition de Frege, c'est la proposition suivante, enfin, qui va rejeter aussi, c'est la proposition suivante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Superman est identique à Clark Kent? On dit le nom Superman et le nom Clark Kent ont la même référence ou dénotent le même objet. D'accord? Donc on n'est plus en train de dire ce à quoi l'objet auquel réfèrent les deux noms est identique à lui-même. Ça ne nous permettrait pas de résoudre l'énigme. On dit que les deux noms ont la même référence. Donc ce que vous apprenez quand vous apprenez que Superman est identique à Clark Kent, c'est que le nom Superman réfère à la même chose que le nom Clark Kent. L'exemple de Frege, c'est évidemment pas Superman et Clark Kent. L'exemple de Frege, qui est archi célèbre, c'est Hesperus et Phosphorus. Hesperus, c'est le nom d'une étoile, l'étoile du soir, et Phosphorus, c'est le nom d'une étoile, l'étoile du matin. Il se trouve qu'on a découvert que c'était la même étoile, c'était Vénus. D'accord? Frege dit, le jour où on a appris que Hesperus est identique à Phosphorus, on a appris quelque chose. Qu'est-ce qu'on a appris? Réponse de cette théorie-là, on a appris que le nom Hesperus et le nom Phosphorus avaient la même référence dans le ciel, cet objet-là. Okay? C'est mieux déjà comme théorie, d'accord? Parce qu'on voit que, comme on a deux noms différents, c'est pas trivial. Hein? Vous ne pouvez pas dire la même chose si vous avez A égale A. Si vous avez Hesperus et identique à Hesperus, vous apprenez rien parce que vous dites le nom Hesperus réfère à la même chose que le nom Hesperus. Ouais, semblable. C'est pas un scoop. Mais le nom Hesperus réfère à la même chose que le nom Phosphorus. Le nom Superman réfère à la même chose que le nom Clark Kent, etc. Là, on apprend quelque chose. Donc, c'est mieux pour répondre l'énigme, pour résoudre l'énigme, que la proposition précédente. C'est mieux, mais ça ne satisfait pas Frege. Ça le satisfaisait dans la Begriffsschrift, là où il a révolutionné la logique, comme je vous le disais. Mais 3 ans plus tard, il se rend compte que cette solution, ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas? Il ne veut pas de cette solution non plus.
Donc vous avez un même nom, un même objet, pardon. Vénus ici. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais si vous êtes féru d'astronomie, vous le direz. Vous avez Vénus et vous pouvez référer à cet objet par plein d'expressions nominales. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire Hespérus, vous pouvez dire Phosphorus, vous pouvez dire Vénus, vous pouvez dire l'étoile du soir, l'étoile du matin, l'étoile du berger. Tout ça, ça réfère à la même chose. Vous avez plein de noms qui réfèrent à la même chose. Et vous pouvez parfaitement apprendre que ces noms réfèrent à la même chose. Et ça peut être intéressant, ça peut vous dire, ah, l'étoile du berger, c'est Vénus en fait. Ah, c'est aussi Phosphorus. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ce même truc là-bas. Très bien. Alors, pourquoi Frege ne veut pas de ça? Il soulève deux problèmes. Premier problème, dit-il, d'après cette théorie-là, lorsque l'on écrit Vénus est identique à Phosphorus, ou lorsque l'on écrit Superman est identique à Clark Kent, à strictement parler, on devrait utiliser des guillemets. Or, on n'utilise jamais de guillemets. Pourquoi? Parce que cette théorie nous dit, elle ne nous apprend pas quelque chose directement au sujet du monde, elle nous apprend quelque chose sur ce à quoi réfèrent des noms. Donc cette théorie-là, elle implique que le prédicat est identique à, c'est un prédicat métalinguistique. C'est un prédicat qui porte sur les noms et pas sur les choses. On a vu un autre prédicat métalinguistique, c'est le prédicat est vrai. Vous savez que est vrai, ça prend un nom pour compléter, mais ça prend un nom de phrase. Là, l'idée de Frege, c'est que si cette théorie est vraie, le prédicat est identique, ça prend des noms de noms pour faire des phrases, hein, et non pas des noms de phrases. Donc, prenez juste les énoncés que je vous ai mis là dans le tableau. Ah, là. Vous voyez que dans aucune des phrases du tableau, vous avez des guillemets, d'accord? Et vous n'avez pas envie de dire que ces phrases, elles sont mal écrites, qu'elles sont mal formées. Si je vous dis Robert Dernier est identique à Émile Lajar, si je vous dis l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin, Jean est le père de Michel, vous n'avez pas envie de dire Jean est le père de Michel, ok? Donc Frege dit, si vous acceptez cette nouvelle théorie, c'est ce que vous devez faire, et ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que ça semble changer le sujet. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut dire dans nos énoncés quand on dit que Superman est identique à Clark Kent. Le deuxième problème que voit Frege, qui est peut-être encore plus décisif, c'est le problème suivant. Cette proposition, qui nous dit que ce qu'on apprend quand on apprend que Superman est identique à Clark Kent, c'est que les deux noms réfèrent à la même chose, elle implique que tout ce qu'on apprend quand on apprend que Superman est identique à Clark Kent, ça concerne le langage. Tout ce qu'on apprend, c'est « Ah, ce nom-là, il réfère à la même chose que ce nom-là. » Or, Frege dit « Non, on apprend quelque chose de plus qui ne concerne pas le langage, mais qui concerne quelque chose au sujet du monde. » Quand vous apprenez, quand on a découvert que l'étoile du soir était identique à l'étoile du matin, que Hespérus était identique à Phosphorus, on n'a pas juste fait une découverte linguistique de dire ces deux noms réfèrent à la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je pense que je l'ai mis. On a appris, d'après Frege, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que cette chose dans le monde, que la première étoile qui apparaît le matin est identique à la dernière étoile qui apparaît le soir. Et ça, c'est un fait qu'on apprend au sujet du monde et pas simplement au sujet du langage. Donc, le problème avec cette solution pour Frege, c'est qu'elle rend bien compte d'une différence entre les phrases à gauche et à droite du tableau que je vous ai présenté, mais c'est une différence qui est trop linguistique. Elle ne nous explique pas pourquoi on a l'air d'apprendre quelque chose de plus au sujet du monde. De même, quand vous apprenez que Superman est identique à Clark Kent, vous faites plus qu'un apprentissage du fait que le nom Clark Kent est identique au nom Superman. On apprend quelque chose au sujet du monde, à savoir que la personne qui était journaliste, c'est aussi la personne qui est la plus forte de la ville. Donc, le dilemme du début de l'article de Frege, que vous lirez pour la semaine prochaine, c'est le dilemme suivant. C'est les deux théories que Frege va rejeter. Il faut bien comprendre parce que ça conditionne la suite et ce n'est pas indirectement, immédiatement facile à voir, mais une fois que vous l'avez vu, vous comprenez l'intérêt de la solution de Frege. Soit lorsque vous dites que A est identique à B, vous dites que le référent de A est identique à lui-même, et à ce moment-là, vous n'expliquez pas le référent de A et le référent de B sont identiques à lui-même, et vous n'expliquez pas la différence de valeur informative entre A est identique à B et A est identique à A.
Soit vous dites que quand vous dites A est identique à B, A signifie signifie que la chose désignée par A est également la chose désignée, dénotée auquel B réfère. Mais la valeur informative de ces énoncés, à ce moment-là, elle est juste linguistique. Et Frege, il veut plus que ça. Il pense que quand on découvre une identité entre deux choses, c'est pas juste une découverte purement linguistique sur le fait que conventionnellement deux noms réfèrent à la même chose. Il pense qu'on apprend quelque chose de plus. Okay. Et sa théorie positive, ça va avoir pour but de proposer une troisième alternative qui nous évite à la fois d'avoir à dire que tous les énoncés d'identité sont triviaux, ou que le seul élément non trivial dans les énoncés d'identité, c'est d'apprendre à quoi réfèrent des signes conventionnels. Qu'il y ait quelque chose d'un peu plus substantiel quand on apprend que l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin. Je vous vois froncer les sourcils, mais c'est très bien de froncer les sourcils en fin de séance, comme ça vous pouvez réfléchir et maturer tout ça toute la semaine. Et j'espère que les choses vont décanter un peu. Donc, vous mettez en ligne, je ne pense pas avoir fait encore le texte de Frege, qui est un petit article, je trouve la traduction française, que je vous demande de lire pour la semaine prochaine, afin qu'on puisse parler de sa théorie. Oui, très bonne semaine à vous tous. Je prends votre question, parce que quand les gens partent, c'est impossible de les rattraper, ils sont loin déjà. Je suis pas sûre que c'est intéressant. Ouais. Par rapport aux lois de Leipzig, Leibniz. si j'avais le dire, Ouais. technique, l'indiscernabilité des identiques, Oui. ça implique l'existence d'une identité stricte en différentes choses. Et là, vous avez dit que les choses sont seulement identiques à elles-mêmes. Non, alors le principe alors vous dites principe d'identité des indiscernables. L'autre. Indiscernabilité des identités. Oui, Celui-là est accepté, l'autre est accepté, maintenant on ensemble. oui, mais alors donc exactement, vous avez raison. Et des identités qui partagent exactement les mêmes choses. Ouais. Il y a des identiques dans le monde. Oui, mais non. Alors, non, quand vous formulez le principe, vous avez besoin d'utiliser deux mots différents. Donc, vous avez besoin de formuler le principe en disant quelque chose comme supposer que deux choses soient différentes. Si deux choses sont identiques, elles vont toutes leurs propriétés. Voilà, oui. Vous avez besoin de dire, supposer que deux choses soient identiques, alors elles ont forcément toutes leurs propriétés en commun. Il n'y en a pas une qui peut être rouge et l'autre bleue, sinon elles ne sont pas identiques. Alors ça, c'est la manière approximative de dire les choses. Parce que vous ne pouvez pas supposer que deux choses sont identiques. Une fois que vous avez dit deux, vous avez déjà dit qu'elles étaient deux. Ce que vous devez dire, c'est supposer que la chose auquel réfère le nom A est la même que la chose auquel réfère le nom B. Okay. À ce moment-là, les choses auxquelles réfère le nom A, la chose auquel réfère le nom A et la chose auquel B a toutes les propriétés en commun. Vous ne pouvez pas parler d'identité sans utiliser le langage. Propriétés, elles sont identiques. C'est ça qui est accepté par. Oui, alors ça c'est la loi de Leibniz, c'est l'autre. Voilà, ok. Mais dans tous les, enfin, le point important, c'est vraiment dès que vous parlez d'identité et que vous dites quelque chose de plus que identique à soi-même, vous êtes forcément dans un peu le langage qui rentre en jeu. Et dans la loi d'identité, d'identité. Ah, je sais. Indiscernabilité des identiques. Deux choses sont identiques, alors elles sont indiscernables. Dit comme ça, c'est faux. Deux choses ne sont jamais identiques. Si ce à quoi réfère A et ce à quoi réfère B est la même chose, alors le référent de A et le référent de B ont les mêmes propriétés. C'est comme ça qu'il faut le dire à ceux qui en parlent. Ça va? Ouais, parce que quand vous l'avez dit, Oui, mais vous avez raison. Ça marche alors, pas. ça ne fonctionne pas. Non, Ouais, mais c'est parce que quand on parle de la loi de Leibniz, souvent on passe ça sous le tapis, mais ça veut rien dire sinon. Deux choses. Identité numérique, vous ne pouvez pas dire que deux choses sont une, ça veut rien dire ça. Elles peuvent peut-être fusionner comme je disais, mais elles peuvent. c'est bon à savoir. Exactement ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon à savoir, merci. Mais on en reparle la semaine prochaine.